Sous nos cieux, ici en Afrique, on entend souvent dire qu'on ne se marie pas pour divorcer. Entre-temps, le mariage était à vie. Mais aujourd'hui, on constate que beaucoup de couples se séparent pour des raisons ou une autre, mais les motifs sont nombreux. Nous n'abordons pas forcément ou spécialement les motifs du divorce, mais nous nous interrogeons ce matin pourquoi en Afrique, eh bien, le divorce est-il mal perçu? Voilà la question en débat ce matin, mesdames et messieurs. Bonjour, un plaisir pour nous de vous retrouver encore sur cette tranche. Modeste de Sotogui, bonjour. Bonjour, c'est le Toboulaï. Bonjour aux téléspectateurs. Ça va ce matin? La pleine forme. On est très sérieuse, hein? On dirait qu'on nous a tenus ou bien on est sur nos cœurs là. J'ai pas compris. Moi-même, je suis sérieuse dans l'introduction là. J'ai pas compris. J'ai rien compris, mais bon, parfois il le faut, hein. Bon, c'est pas tout le temps, on va rire. Mais bon, la bonne humeur aussi, il faudrait bien qu'on la partage. Donc, nous retrouvons cette bonne humeur. Nous espérons que vous allez bien, mesdames et messieurs. Voilà notre thématique du jour. On va en débattre aujourd'hui avec encore nos différents invités conviés. Nous avons appelé des spécialistes qui, malheureusement, en raison de leur emploi du temps, n'ont pas pu répondre favorablement. Mais les personnes que nous avons ne sont pas moins intéressantes, non. Elles sont très intéressantes. Vous le découvrirez tout à l'heure au cours des débats. Alors, Modeste, le mot du jour. Alors, le mot du jour, nous parlerons de divorce. Divorce qui s'écrit D-I-V-O-R-C-E. Le divorce est un nom masculin du latin divortium et de divertere qui signifie simplement se séparer. Alors, au premier sens, on parle d'une dissolution du mariage civil prononcé par jugement. Et comme synonyme, nous avons conflit, désaccord, désunion, discordance. Nous avons également divergence et dissension. Nous parlerons également d'opposition et de séparation. Alors, le contraire, dans ce premier sens, on parle d'accord, d'entente, d'harmonie et d'union. Deuxième sens du mot divorce, on parle d'opposition, de divergence profonde, divorce entre la théorie et la pratique, par exemple. Et deux citations pour finir avec le mot du jour. La première citation d'Alfred Capus qui nous dit « À notre époque, on ne se marie jamais très bien du premier coup. Il faut s'y reprendre. » Et à nos Salacrou de nous dire de nos jours, le divorce est une cérémonie aussi respectée que la cérémonie du mariage. De nos jours, le divorce est une cérémonie aussi respectée que la cérémonie du mariage. Voilà, merci à vous, Modeste. Ne vous partez surtout pas, parce que restez confortablement assise à votre place pour nous dire ce que vous pensez ou vos analyses et commentaires sur notre thème en débat. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qu'il faut savoir déjà du divorce. C'est vrai que dans notre juridiction béninoise, eh bien, l'arsenal juridique a prévu les conditions du divorce. Nous n'avons pas pu avoir le juriste sur ce plateau. C'est pas bien grave, on fera avec. On se dit à tout à l'heure pour nos invités que je vous présente déjà. Hier, nous avons convié Monsieur Toussaint Sagbofano, qui est un enseignant à la retraite, Boumer Agbaba, qui lui, il est enseignant, et enfin Léonide Glégan, qui est informaticien. Voilà, mes invités sont confortablement installés pour les échanges de ce matin. Monsieur Toussaint Sagbofano, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs aussi. Vous êtes enseignant à la retraite et également consultant en éducation. Absolument. Interprète aussi à 16 heures, pas perdu, mais en tout cas, interprète également. En complément. Voilà. Allez, monsieur Boumé Agbaba, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais super bien. Enseignant aussi. On est arrivé. Merci beaucoup. Et Léonide Glégan, qui lui est homme des médias, profession informaticien. Bonjour. Bonjour Angèle, bonjour à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices qui nous suivent à l'instant. À qui nous rappelons le thème du jour, pourquoi le divorce est-il mal perçu dans nos sociétés africaines? La première question, je vais déjà la lancer avec M. Toussaint Sagbofano et lui demander ce qu'il entend déjà ou bien ce que le thème lui inspire.
première question, comme ça on va lancer les échanges ainsi. Merci infiniment. Ben, c'est un terme qui me fait beaucoup plaisir parce que je constate que c'est ce genre de thèmes qui nous permettent de revenir un peu à nos sources et de comprendre ce qui se faisait, ce qui devrait se faire, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui et qui joue dans la désacralisation totale de nos mœurs, de nos cultures, de nos habitudes, de nos traditions. Donc je trouve que c'est un thème choisi avec doigté et je vous en félicite. Ben merci d'être des nôtres. Merci. Pour en débattre. Monsieur Awaba. Je vais dire toute ma joie d'être à nouveau dans vos locaux. Ça fait longtemps que j'ai pris par ici. Oui, hein, il a fallu que je vous tire. Merci pour tout ce que vous faites pour l'éducation de la société. Et le thème que vous choisissez ce matin en débat, il est très intéressant. J'espère qu'avec mes invités, nous allons ensemble opiner sur ce thème-là et apporter la lumière sur ce qui mérite d'être clarifié pour que s'il y a quelqu'un qui est sur un mauvais chemin, qu'il sache que c'est pas bon. Et c'est ça le rôle des médias, au-delà de ce que vous faites en matière d'information, c'est aussi d'éduquer les populations pour que nous changions de comportement. Absolument. Léonide, le même exercice. Alors, quand on parle de divorce et que nous jetons rapidement un regard dans notre société avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense bien évidemment que ce thème est bien choisi pour permettre à ceux qui pensent que quand on se met en couple, c'est la norme, que quand que les choses ne marchent pas, de se laisser, de comprendre que, comme on le dit et qu'on l'a toujours dit, on se met ensemble pour le meilleur ou pour le pire. Et même si le pire vous dépasse, il va falloir trouver forcément des solutions. Et le divorce aujourd'hui, c'est comme un produit qu'on achète au marché. Et il est important qu'on en parle, que l'Africain puisse voir réellement que quand nous vivons chez nous, nous ne pouvons pas tout copier de l'Occident parce qu'eux, ils ont leur réalité que nous n'avons pas forcément chez nous. L'Occident, on lui met tout sur le dos. Hein. Là, le moindre mal, c'est l'Occident. Mais notre responsabilité à nous, elle est où dans tout ça? Bon, peut-être ça, c'est peut-être... On va en parler. Oui. Alors, Monsieur Sago Fano, je vous pose la question. Pourquoi, quand on contracte un mariage, est-on censé le vivre jusqu'au dernier souffle? Quelles que soient les situations. Je serai un peu catégorique. Le mariage tel qu'il est perçu depuis que nos parents existaient, ce n'est pas seulement l'union entre un homme et une femme, ou bien une fille et un garçon, mais c'est l'union entre deux familles et parfois entre deux villages, parfois même plus largement entre deux grandes communautés. Et il n'est pas question qu'à partir du moment où nous avons toujours vécu en communauté, que nous nous sommes toujours acceptés, il n'est pas question que nous ayons des problèmes qui dépassent la communauté au point où elle puisse voler en éclats, cette communauté. Et si c'est le cas, tous les fils de la communauté ne feront que grandir la communauté, tant sur le plan du nombre que sur le plan moral. Par conséquent, lorsque un membre d'une communauté et un autre se mettent ensemble, c'est pour perpétuer la vie communautaire, c'est pour perpétuer la culture qui nous a toujours fait du bien. Par conséquent, lorsqu'on s'unit, et comme l'a dit mon frère tout à l'heure, on s'unit pour le meilleur et pour le pire. Mais je vais tout de suite vous dire que le pire n'existe pas, ou n'existait pas. Parce que, oui, le pire n'existait pas. Je vais vous dire pourquoi le pire n'existait pas. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le ménage, on nous enseigne que l'homme et la femme doivent toujours avoir le calme qu'il faut pour se concerter, se parler, discuter entre eux et trouver un terrain d'entente. C'est quand ça les dépasse qu'il faut faire référence à quelqu'un. Mais ce quelqu'un n'est pas quelqu'un qu'on arrête parce qu'il fait de la cybercriminalité ou un délinquant comme ça, mais c'est des gens qui sont sages, qui savent qu'ils sont là pour jouer un rôle très important dans la communauté et ils arrivent toujours à trouver un terrain d'entente. De sorte que la femme est formatée de telle façon qu'on lui apprend que lorsqu'on s'unit avec un homme, qui plus est, lorsqu'on a déjà 1 ou 2 enfants avec l'homme, vous êtes collés, serrés, comme on dit souvent, totalement, et il n'y a pas de question. Et la soumission de la femme, je ne dis pas l'esclavagisme de la femme, non. La soumission de la femme, la Bible le dit, le Coran le dit, si tant est que nous voulons nous référer à ces religions-là. Mais la tradition le montre encore que la femme doit se soumettre à son homme, pas se poser pour que l'homme marche sur elle, non, mais savoir qu'il y a des moments opportuns où on peut ramener son homme à la raison lorsqu'on lui aura déjà donné raison ensemble
lorsqu'on va se retrouver dans le coin que vous connaissez, on peut toujours le caresser dans le sens du poil. Et là, je crois qu'il redescend sur ses pieds. Donc, marié, vie de couple, c'est vie pour toujours. C'est ce que je crois. Merci. Merci pour la question. Et je me réjouis que nous avons un aîné sur le plateau et qui a su bien planter le décor quand on parle de mariage tel que nos cultures perçoivent ce sujet-là. Et je pense que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nous avons de très mauvais mariages. Les jeunes, de plus en plus, se marient très mal. Et c'est quand on se marie très mal qu'on peut penser au divorce. Quand on se marie bien et qu'on a bien compris même ce que c'est que le mariage. Et comme l'aîné le disait tout à l'heure, le mariage, c'est l'union de plusieurs familles. De la famille du marié et de la famille de la mariée. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les jeunes se rencontrent dans la rue, on tisse les unions, se voit au marché, on tisse les unions, se voit à l'école, on tisse les unions, on vient à la maison et dès qu'on n'est pas satisfait, on s'en débarrasse. Mais bon, il y a des familles qui sont informelles. Oh ben, Ça ne se fait pas sans les familles. tel que ça devrait. C'est la forme que vous choisissez. Et puis il y a la famille. Et de plus en plus, pour la position qui est la mienne, comme ça, monsieur Agog. si pour la position qui est la mienne et pour ce que j'entends, il y a beaucoup plus aujourd'hui de jeunes qui se marient sans que même des familles ne soient informées. C'est pas un mariage. Ah ben attention, mais vous voulez qu'on l'appelle comment? Le mariage. Le fait que deux personnes se retrouvent. C'est pas les parents directs. Il doit avoir, je sais pas, des cousins, des tantes, des oncles qui sont informés. Très bien. C'est pourquoi j'ai dit le mariage il est mal perçu de nos jours par les jeunes. Le mariage par définition c'est l'union entre un individu et un autre du sexe opposé. Et quand c'est le cas, comment ça se passe? C'est que l'homme qui veut se marier va voir la famille de la personne avec qui il souhaiterait se mettre pour dire bon je suis amoureux de votre enfant, je voudrais qu'on se mette ensemble et les parents vont donner leur accord. Et c'est ça qu'on appelle le mariage familial, qui est le mariage coutumier. Ils sont de moins en moins de jeunes à opter pour ce type de mariage-là. Et quand on va même au deuxième degré, qui est le mariage le plus important que la nation reconnaît, le mariage civil, combien de personnes font ça aujourd'hui? On peut compter au bout des doigts. Hein. Les gens font le mariage civil lorsqu'ils doivent faire des formalités administratives. Tout au moins la connaissance mutuelle des parents. Tout au moins. Ben, on sait à quoi ça se résume. On va voir un parent dans la ville, on dit bon, je suis amoureux de votre fille, on va donner deux boissons et c'est suffisant. Alors que la connotation culturelle que cela devait revêtir, on ne lui donne pas ça. Ce n'est pas une formalité, c'est un symbole. Et quand on croit en ce symbole-là, on doit lui donner toute la dimension qu'il faut à ce symbole-là pour que quand vous prenez l'enfant de quelqu'un, vous vous dites je ne peux pas lui faire du mal parce que je ne me suis pas marié avec la fille seule, je me suis marié avec toute sa famille. Et moi je me souviens quand je devrais me marier, moi ça n'a pas été un jeu d'enfant. J'ai trouvé quelqu'un et puisque moi je suis chrétien, je suis allé d'abord voir un aîné dans le Seigneur pour dire ben, je suis amoureux de telle fille. On m'a dit oui c'est possible, vous pouvez vous mettre avec la personne, maintenant nous allons faire les démarches qu'il faut. Et je vous dis il a fallu beaucoup de temps pour ça. Aujourd'hui les jeunes vont se voir dans la rue et en moins de 6 mois on s'est déjà marié. On va informer deux parents, ils donnent leur consentement contre de l'argent et c'est aujourd'hui un contrat financier le mariage. Donc quand on est dans cette dimension-là, les gens peuvent se marier et dénouer à tout moment le mariage parce qu'on ne lui a pas donné tout le contenu qu'il faut. Mais quand on lui donne tout le contenu qu'il faut, on comprend que je me mets avec quelqu'un, je me mets avec cette personne pour la vie, quoi qu'il arrive. Mais quand on n'a pas perçu ça au départ, on peut se dire, ben, dès qu'il y a un petit problème et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, je me débarrasse de cette personne. Et comme nous sommes dans une société où il n'y a pas beaucoup de vertus qui soient prônées aujourd'hui, on se débarrasse de la personne, on trouve quelqu'un d'autre. Lui-même ne comprend pas votre vie passée, il se met avec vous et de divorce en divorce, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui connaissent beaucoup de mariages. Et je pense que cette émission va éclairer beaucoup de gens sur ces réalités que nous avons chez nous. Alors, Léodide Guegan, se marie-t-on mal, se marie-t-on bien, à qui la faute? Se marie-t-on mal, se marie-t-on bien ou pas, je crois que le gros problème, c'est comment on est arrivé à se mettre ensemble. Mon collègue tout à l'heure l'a précisé. Comment est-ce que les jeunes aujourd'hui se mettent en couple? Moi, je me dis quand on se marie, c'est avant tout pas pression. Je m'explique. Vous voyez, quand vous vous mettez avec une personne et que la personne vous impose de venir d'abord voir ses parents, vous impose de faire venir vos parents. C'est comme on vous enchaîne. C'est-à-dire, chaque geste que vous devez poser, chaque acte que vous devez poser vis-à-vis de cette femme, vous pensez déjà à ces deux personnes qui vous ont accompagné, à toutes ces personnes qui sont parties prendre, je dirais, un engagement vis-à-vis de l'autre famille. Et la réaction que vous devez avoir, vous y mettez en même temps de l'eau parce que vous dites, je suis en train de mettre en mal
l'union ou les relations qui peuvent exister entre cette personne. Alors, le jour où vous devez aller faire cette connaissance de famille, il y a forcément, en plus du père et de la mère, des oncles, des tantes, des personnes... Il y a des témoins. Voilà, des personnes que vous n'avez jamais connues et que c'est peut-être la première fois que vous les connaissez. Vous avez un nom de famille. Et on entend souvent parler famille Nela et vous Néamé. Parce qu'entre-temps, on se rappelle qu'il y a Canflan. Il y a une de nos filles qui, malheureusement, s'est retrouvée avec un de ces hommes qui, soit la tabassait, ne lui donnait pas à manger, ne dormait pas à la maison. Alors, quand vous mettez tout ça ensemble, c'est une pression pour l'homme de se mettre avec une femme. Et c'est vice-versa, parce que la femme également cherche, dans ces conditions, à poser des actes pour qu'on ne puisse pas la juger de par son attitude, pour trouver que telle famille, c'est pas des personnes qu'on peut mettre dans une maison parce qu'elles ne sont pas appelées à se marier. Donc aujourd'hui, le constat est là. Mon ami l'a dit tout à l'heure. Tout peut partir d'une boîte de nuit, tout peut partir juste sur Facebook ou sur WhatsApp, dans un groupe, dans un forum. Les mois qui suivent, vous apprenez simplement que votre telle cousine s'est mariée avec telle autre personne et difficilement vous connaissez même la personne. Alors quand c'est comme ça, moi je parlerai de mauvais mariage parce que quand vous vous mariez de cette façon, de la même manière que vous êtes vus là, c'est de cette même manière que vous allez vous quitter. Aujourd'hui, on a de nos sœurs qui se retrouvent dans des mariages où l'homme n'arrive même plus à leur donner à manger, mais elles ne peuvent se plaindre à personne. Parce qu'au moment où ça avait commencé, qui était témoin? Qui était là? Qui a, entre-temps, je dirais, donné l'onction à cette union-là? Alors, quand ça n'existe pas, le divorce n'arrivera comme si on était allé au marché. Et c'est une réalité. Moi, j'accuse d'abord... Elle doit pouvoir le dire à quelqu'un, d'accord, elle n'a vu personne pour y aller, ok. Mais à un moment donné, la famille doit pouvoir reprendre la main. On ne peut pas la laisser parce que les majeures La famille, oui, mais tout est affaire de considération. Nous sommes en Afrique, les règles n'ont jamais changé. Dès que vous décidez de prendre ma fille pour épouse, le minimum à faire, c'est de venir me dire, voilà papa, votre fille. Moi, je connais des familles où ce n'est pas forcément donner des whisky, des liqueurs et tout ce que nous savons là, mais c'est juste venir se présenter. C'est un signe de respect, c'est un signe de considération. Et quand vous ne le faites pas, que ce soit la fille, soit c'est comme si elle s'est mariée contre la volonté de ses parents, que ce soit du côté de l'homme, ou des belles-mères vous diront, parce que quelque part, on ne l'a pas présenté normalement. Et vous savez, les réalités de chez nous, on ne peut pas les changer. Vous allez voir peut-être votre père ou votre mère, vous dites, voilà, j'ai trouvé telle personne. La première question, elle vous posera, comment elle s'appelle? Elle vient de quelle famille? Elle va peut-être s'arrêter là, mais après votre départ, elle va mener des investigations, elle va mener des enquêtes. Voir, est-ce que cette famille-là, ils sont habilités à vivre avec un homme? Est-ce que ce ne sont pas des femmes infidèles? Est-ce qu'ils arrivent à faire des enfants? C'est autant de questions que la maman cherche d'abord des réponses, pour lesquelles elle cherche des réponses. Mais en tant que si vous ne la faites pas, et que vous imposez, je dis imposer parce que maman constate un beau matin qu'il y a une femme qui est enceinte et qui est dans votre maison, elle ne pourra pas aller contre, parce que comme on le dit chez nous, viva à midi. On cherche l'enfant. Mais derrière l'enfant, dès qu'il y aura un problème, est-ce que le garçon aura le courage d'aller voir sa maman, d'aller voir les parents de la fille? Entre-temps, vous ne les avez pas vus. On dit souvent, c'est celui à qui on dit au revoir, c'est cette personne, on dit sois les bienvenus. Je n'étais pas là au départ. Alors pourquoi veux-tu me mettre maintenant à la fin? C'est assez difficile. Et ce qu'il faudra aussi noter dans tout ce que nous disons, parlant bien évidemment de ce que nous observons, c'est également cette... facilité que les jeunes aujourd'hui ont de vouloir se mettre en couple. On pense que le mariage, c'est une formalité. Et tu apprends, 2 jours après, ils sont ensemble, alors que c'est tout un ensemble. Ce sont des étapes à franchir. Autant du côté de l'homme, autant du côté de la femme, sans oublier les rituels. Moi, j'appelle ça rituel, parce que ce qu'on vous demande des fois, c'est vrai, il y a de ces familles qui exagèrent. C'est juste une formalité. Ça ne vous dépasse pas. Mais l'objectif, c'est de vous mettre au cœur de la famille pour vous dire, à partir d'aujourd'hui, telle et telle famille sont unies, et ceci pour la vie. D'accord. Telle que la chose elle est dépeinte, Monsieur Sagofano, il dit les jeunes contactent mag, le mariage et autres, d'accord. Mais quand on le fait bien, est-ce à dire qu'il n'y a aucun divorce, quand bien même on le fait normalement, que des jeunes, on va dire les jeunes en général, il y a certains qui le font bien dans les règles de l'art, mais quand même se séparent. Non. Je crois qu'il faut invoquer, qu'on le veuille ou pas, un côté spirituel dans tout ce qu'on fait. Lorsque vous avez vu les parents, ils sont fiers de vous, ils ont trouvé que leur beau-fils en devenir est un jeune homme assez correct, il sait se baisser pour saluer les parents, il a rempli les formalités d'usage que j'appelle des symboles
et des rituels à ne pas laisser. Lorsqu'il a fait tout ça et qu'il s'en va, les bénédictions des parents le suivent, des beaux-parents le suivent, même ses propres parents. Les bénédictions de ses parents le suivent parce qu'il a fait honneur à sa famille. Il a fait honneur à la famille de sa femme. La femme se dit, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Il fait tout pour être avec à la maison. Parce que les séparations, quand vous parlez de divorce, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans le divorce. Il y a des femmes même qui se donnent la mort parce qu'elles se disent, si c'est comme ça l'homme, il vaut mieux que je n'en trouve pas ailleurs, que je n'en cherche plus. Parce que tel que ça a commencé avec mon homme, je suis à 1000 lieues de penser qu'un jour, il passerait la nuit dehors. Je suis à 1000 lieues de penser qu'un jour, il lèverait la main sur moi. Parce que le beau-fils qui allait voir les beaux-parents, il n'y a aucun indice qui montre que dans 2 ans, il va battre votre fille. Dans 3 ans, il va dormir dehors et puis commencer à découcher. Il n'y a rien. Comme on le dit en fond, l'homme n'est pas de l'igname qu'on essaie de gratigner pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est pourri ou pas. Donc, il faut remplir les formalités. Quand on fait les formalités, même si le divorce doit intervenir demain, il y a quelque chose. Il y a des ensembles, des conglomérats, du spirituel. Tout cela converge pour retarder au point où on trouve toujours un terrain d'entente. Maintenant, quand le pire arrive, quand par exemple la femme issue d'une bonne famille, ainsi de suite, va se faire des amis qui vivent la vie facile, qui veulent se taper des Venza, de belles voitures, des tenues de 150 000 francs la pièce, et que c'est ce groupe, cette compagnie qui commence à monter la tête à votre femme qui était très soumise, qui comprenait beaucoup de choses à la maison. Quand vous donnez 1000 francs, elle ne s'inquiète pas, elle dit, je vais compléter. Allez ma chérie, bonne journée à toi. Cette femme-là va commencer à trouver que les 1000 francs, la caisse, elle va en faire, va vous jeter ça à la figure. Le drame commence. Quelles que soient les familles dont vous êtes issus, la rue peut faire en sorte que demain, vous soyez dans l'impossibilité de continuer de vivre. Mais il y a beaucoup de facteurs. Il y a d'abord la formalité d'usage. Est-ce qu'on est allé vers les parents? Parce qu'on dit, il y a un adage qui dit, papa, maman, c'est moi qui suis le voleur qui vient chercher votre fille. C'est une façon de dire, papa, maman, je suis avec. Parce qu'on ne dit pas à un homme, bonjour papa, bonjour maman, j'aime votre fille et puis moi je veux l'épouser. Ça ne se dit nulle part. Les Européens peuvent le dire. Vous n'aimez pas qu'on mette les choses sur les Européens, mais la réalité est là. Quand vous avez du lait sucré dans un seau, il est très sucré. Vous goûtez, il est très sucré. Si vous mettez un verre d'eau, il continuera d'être sucré. Mais quand vous allez continuer de mettre de l'eau tout le temps, à un moment donné, le lait disparaît. Et c'est ce qui se passe entre l'Afrique en général, le Bénin en particulier, et l'Occident, et la France en particulier. Excusez-moi de le dire, mais bon. Donc, c'est que nous avons ingurgité tout ce qui vient de là-bas, au point où ce qui fait notre définition, notre identité, notre moi personnel là, nous avons tout laissé de côté et on a été dénaturés. Il y a jusqu'à aujourd'hui des gens que moi j'ai vus qui se sont mis ensemble. Ils n'ont pas de grands moyens, mais je vous assure, allez dans leur maison, vous allez voir ce que c'est qu'un ménage. La femme se débrouille, elle fait tout. Quand papa dit, yo, depuis longtemps là, c'est pas prêt, il y a des termes qu'on utilisait parce que le panégyrique à lui seul suffit déjà pour faire baisser la tension de plus de 50%. Mais aujourd'hui, tout le monde est occidentalisé. Oh mais écoute, toi aussi, tu sais, j'étais au boulot. Alors écoute, faut pas m'embêter comme ça, mon Dieu. Moi, je suis... Non, je suis pas pote. Ah bon, c'est à moi que tu dis ça? Et alors, si je te le dis, qu'est-ce que... Vous voyez, il y a des termes. Voilà. Il faut maintenant tout réapprendre à toutes nos jeunes filles, à tous nos jeunes hommes. Ça peut paraître fastidieux, mais je vous assure, si vous continuez de faire des émissions de ce genre, vous allez régler beaucoup de problèmes qui se posent à notre société. Je suis sincère. Oui. Vous disiez tout à l'heure, M. Agbaba, que voilà, il le contracte mal. Mais que dire de ceux qui le contractent bien? Et quand bien même, ce qu'on ne veut pas arrive. Je pense qu'ils ne sont pas nombreux. S'ils ont vraiment bien organisé. Je pense que quand je parle d'organisation du mariage, il arrive même des fois où vous allez faire recours à des conseillers en mariage. Moi, je me souviens, quand je devrais faire mon mariage, nous avons eu des enseignements sur plusieurs mois, sur des années, où on nous a enseigné, on nous a prévenus par rapport aux dérives qu'il peut y avoir dans le couple. On nous a dit, est-ce que vous êtes prêts à supporter tout ça? Tu es en train de découvrir ta fiancée, hein, elle est de telle nature, est-ce que tu es prêt à vivre avec elle? Et on m'a donné du temps. J'ai réfléchi, j'ai dit oui, je suis prêt à vivre avec ça.
tu peux l'aider à corriger ça. Et elle aussi, elle a découvert des choses mauvaises en moi. Elle a dit, elle était prête à corriger ça, à vivre avec ça pour que nous puissions aller ensemble. Donc, on nous a avertis par rapport à beaucoup de choses. Donc, pour ceux qui n'ont pas préparé leur mariage, ils ne sont avertis par rapport à rien. Ils ne savent presque rien du mariage. Pour certains, le mariage, c'est deux choses. C'est l'espace de satisfaction sexuelle. C'est un endroit où on va préparer à manger. Et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de ménages se résument en des auberges et en des restaurants. Vous imaginez, quand dans la conception du jeune, moi j'ai envie d'aller au sexe et je me mets avec cette personne-là parce qu'il m'intéresse, on pense que c'est le sexe, on va dans la maison conjugale, on constate que ce n'est pas ça le mariage. On pense que c'est le manger. Il a un emploi qu'il a perdu et c'est fini. Il faut partir. Les préalables du mariage n'ont pas été compris. Et quand c'est comme ça, vous mettez ensemble là, le divorce il est là très tôt. Donc pour ceux qui se sont vraiment investis, qui se sont préparés pour se marier, je pense que quand les facteurs qui peuvent aboutir au divorce vont venir, je pense comme l'aîné le disait tout à l'heure, ils auront quand même quelques garde-fous. Des choses vont revenir dans leur esprit, mais on nous avertit que quand ça ne va pas mal, communiquez entre vous. Et pour les autres, quand ça ne va pas bien là, tout le monde va s'enflammer dans la maison. Tout le monde hausse le ton. Au lieu que l'homme baisse le ton pour dire, ben ça, dans cette situation qui arrive, je vais la laisser, c'est elle qui parle plus que moi, mais moi je reste tranquille. Tout le monde parle. Et c'est ça la jeunesse aujourd'hui. Vous allez dans les maisons, c'est papa qui hausse le ton. Vous vous excluez de la jeunesse? Ben, Rassurez-moi, parce que là, quand vous dites jeunesse, là, je ne sais plus qui est jeune. Pas de la jeunesse, c'est ce que nous faisons, mais il y a quand même des exceptions. D'accord. Et c'est pour ça que cette émission elle est là, pour que ceux qui sont en train de dévier, parce que le divorce c'est une déviance sociale. Ce n'est pas prôné, c'est pas prôné. On ne se marie pas parce qu'on a envie de divorcer. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de familles monoparentales. Nous avons beaucoup de familles recomposées. Vous savez les conséquences des familles monoparentales et des familles recomposées. Vous allez vous retrouver avec une belle-mère, un beau-père qui ne prend pas soin de vous, votre écolage prend un coup, votre vie prend un coup, et la société prend un coup. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, notre société est beaucoup plus malade. Parce que de plus en plus, les jeunes se marient mal. Nous avons de plus en plus de familles recomposées, de familles monoparentales et on ne prend pas soin des enfants. Les enfants sont à leur propre charge. Et après, ils vont découvrir la société telle qu'elle a été donnée, elle a été transmise là. Ils font les mêmes erreurs que les parents et ça continue. D'accord. Alors, je vous pose alors la question là qui est à l'écran. Pourquoi finalement ce divorce il est mal perçu dans nos sociétés africaines? On va commencer par vous, Léonide Guigan. C'est mal perçu dans nos sociétés africaines parce que chez nous, on se marie pour la vie. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'ont jamais divorcé. Est-ce que ce mot même existait? Je crois que autant où on parlait de mariage, c'est l'exception. C'est-à-dire quand quelqu'un devait quitter son mari, on vous dira soit il est impuissant. Et là encore, avant qu'on en arrive là, c'est que le mari réellement ne joue plus du tout son rôle, c'est-à-dire au-delà de ne plus servir son âme. Il n'honore plus du tout sa femme. Il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus, mais ce qui concerne le manger et le reste, c'est-à-dire il a totalement démissionné. Sinon, moi j'en connais des personnes dans un passé un peu lointain où on vous dit cet homme était impuissant, mais sa femme lui a fait des enfants. Parce que c'est comme entre eux, c'est-à-dire, eux aujourd'hui, vous avez des 40 ans, 50 ans après, on vous dira, en fait, l'enfant là n'est pas de ce monsieur, parce qu'au moment où ils étaient ensemble, le monsieur était déjà impuissant. Mais voilà, entre eux, ils se sont entendus et il lui a fait des enfants. Parce qu'on ne veut pas que cette femme quitte le foyer, aille loin. Et des fois même, c'est le frère du monsieur ou c'est le grand frère avec qui on s'entend, qui joue le rôle, parce qu'on se dit, c'est notre sang. Le divorce n'existait pas. Alors qu'aujourd'hui, qu'on retrouve des jeunes qui prennent le divorce comme la règle, parce qu'on se dit, bon, si ça ne marche pas, on n'est pas contraint, hein, on ne peut pas vivre dans un couple parce que on doit rester, non. Hein. Et il y a cette expression qu'on emploie souvent, il ne faut pas que l'enfant te garde dans un couple. Donc, dès qu'on commence par employer cette expression, voilà, il faut partir. Moi, je pense que... L'enfant garde dans un couple. Oui. On entend nos parents le dire. Hein. Moi, j'ai entendu plusieurs fois ma mère dire, d'accord. Non, en fait, elles le disent aussi, mais parce qu'elles le disent peut-être pour montrer des fois à l'enfant la valeur que tu occupes aujourd'hui dans le foyer. C'est-à-dire, si ça ne tenait qu'à ton père, peut-être que je ne serais plus là. Mais vous, par contre, vous avez encore de la valeur. Et vous savez, quand les mamans nous disent souvent ces genres de propos, ça vous fait travailler en fait en tant qu'enfant. On se rend compte que cette dame est en train de se sacrifier presque pour moi. Et je pense aussi, hein, c'est une façon psychologique de nous travailler. Parce que ça fait que des fois, on pense que maman nous aime plus que papa parce que, entre-temps, maman devait partir depuis. Mais c'est à cause de nous. Il est toujours là. Donc, je crois que l'éducation que nous recevons en est pour quelque chose. Parce que, qu'on le veuille ou non, hier,
on ne se quittait pas. Hier, on se mariait. Et il y a toujours de ces personnes dans la famille qui jouaient ce rôle. Soit c'est un oncle qui vous met la pression. Et il y a même des fois, vous allez voir vos propres parents pour dire, vraiment, cette femme, je n'en peux plus. Hein. Je veux même pas entendre. Faut pas dire ça ici. Et on arrive des fois, on te dit même, si ça arrive, considère-moi comme n'étant plus ta mère. Oublie que je suis ton père. Et là, c'est une pression qu'on vous met. Vous quittez là, vous vous demandez, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Soit vous rappelez encore les parents, ou vous appelez cette femme et on trouve une solution. Aujourd'hui, il arrive même des fois que ce sont des parents qui vous disent gaillardement, non, si elle ne peut pas rester, il faut la laisser, elle n'a qu'à partir. Alors, quelque part, je me dis, c'est les parents eux-mêmes qui cautionnent. Mon ami tout à l'heure a parlé de famille monoparentale. Vous savez, on dit souvent, c'est l'herbe que voit le mouton. Le petit, je veux parler de brebis, que demain, il se donne, il mange. Alors, si je vis dans une famille monoparentale, c'est-à-dire que mon maman n'est pas resté aussi longtemps avec mon père, et que mon père s'est remarié avec une autre femme, moi, en tant qu'homme... C'est un homme. Alors, vous pensez que demain, j'aurai la pression... C'est pas systématique, hein, Léonie. Non, mais c'est aussi simple que... Parce que l'éducation, c'est quoi? Vous savez, restez à la maison. Commencez par répéter un acte devant votre enfant. Faites-le pendant un certain temps. Vous allez voir, il le fera non seulement comme vous, mais mieux que vous. Alors, si j'ai vécu 25 ans auprès d'un monsieur, qui, déjà tout petit, j'ai vu mon maman partir, et ce monsieur s'est remarié, et que maman également s'est parti se remarier avec un autre homme, et que les deux vivent normalement. Alors, à mon temps, dès que je pousse une femme qui commence pas à déconner un peu, bon, attends, quand papa a quitté maman, il s'est remarié, c'est pas la fin du monde. Donc, autant ils l'ont fait, autant je peux le faire. Mais quand vous vivez avec des hommes, vous vivez avec un homme et une femme, qui ont tout le temps pris de la pression, comme dans un couple, on ne doit pas se quitter. Vous voyez, à un moment donné, vous direz, mon père ne l'a jamais fait. C'est pas par moi, ça va commencer. Donc, je pense que déjà, l'éducation, c'est la norme quand on veut éviter que le divorce soit aujourd'hui la règle dans toute relation. Mais au-delà de ça, je vais encore revenir là. On veut nous occidentaliser. L'Africain pense qu'on peut tout faire comme le blanc. Avant, comme vous l'avez dit, on ne peut pas épouser une femme sans connaître ses parents. Et c'est vos propres parents qui vous diront d'ores et déjà, quand vous dites à votre père, ah, telle est enceinte de moi, tu es déjà parti connaître ses parents. Ah non, il faut que demain, il faut appeler, c'est-à-dire, on vous montre déjà le chemin. Il ne faut même pas qu'ils apprennent que leur fille est enceinte. Faisons rapidement, c'est une formalité, moi j'appelle formalité, ce rituel, avant qu'ils apprennent, parce qu'il y a même des familles où, dès que vous dites à leurs parents, vous avez engrossé votre fille, à leur fille, je vous assure, vous payez le double de ce que vous devez payer parce que c'est comme un manque de respect vis-à-vis de leur famille. Mais aujourd'hui, on vous dira, bon, Néa Diamoudi est violée, mais elle est déjà enceinte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et on n'a pas encore vu. Et là, c'est un peu encouragé parce que quand c'est comme ça, qui vous devez aller voir demain? Qui viendra vers vous pour se plaindre? Donc, quelque part, nous acceptons la chose et nous couvons, je peux le dire ainsi, le mauvais grain et ça avance allègrement. D'accord. Oui, Monsieur Sagofano, Léonide a lancé tout de suite le débat où il dit qu'entre-temps, eh bien, nos parents supportaient beaucoup de choses que nous, peut-être aujourd'hui, ne supportons plus parce que nous sommes, comme il le dit, je prête son expression, occidentalisés. Sommes-nous obligés de faire ce même sacrifice? Avons-nous la même perception de ce qu'on appelle le mariage? C'est tout comme si on nous demande d'être inféodé pratiquement au comportement de nos parents. Je dirais qu'il y a quelque chose qui cloche. Le mot est sorti tout à l'heure, c'est l'éducation. Quand vous vivez dans un ménage, dans une famille très bien éduquée, où les règles sont respectées, vous serez toujours un modèle dans la société. Les gens auront du plaisir à être avec vous, à cheminer avec vous. Et même si on ne vous le dit pas toujours, vous constituez un modèle. Mais aujourd'hui, qui éduque qui? Qui a le temps d'attendre pour éduquer quel enfant, quand et comment? Voilà l'imbroglio dans lequel on est. Sinon, il n'y a que deux raisons autrefois qui pouvaient justifier la séparation entre un homme et une femme. Première raison, votre femme a commis l'adultère et d'Afogbi. Là, on ne garde pas. Et c'est vrai qu'il y a certaines familles qui disent comment on va faire. On va faire le rituel qui consiste à laver les pieds, comme on dit. Bon, évidemment, moi, je ne trouve pas ça, parce qu'on n'a pas lavé là où le truc est passé. Laver les pieds, là. Moi, je ne suis pas tellement chaud pour ça. Ils ont leur stratégie. Il y a le deuxième élément. Oui. Le deuxième élément, c'est que vous avez surpris votre femme, votre épouse, en train de composer avec un charlatan pour attenter à votre vie.
peut-être pour des raisons de fortune à amasser. Quand on en arrive à ce stade-là, c'est la rupture, il n'y a rien à faire. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui fait les ruptures aujourd'hui? Le divorce, comment les gens se séparent aujourd'hui? Les gens se séparent et quand vous apprenez pourquoi ils se sont séparés, vous riez sous cap. Vous vous dites, mais c'est pas possible, où est-ce qu'on va? Où allons-nous? Donc moi je crois personnellement, l'éducation, on doit remettre la main dessus. Quand on se dit, est-ce qu'on est obligé de rester dans le même schéma que nos parents, tout ça là? Mais pourquoi depuis que le monde est monde, pourquoi on se lave? Pourquoi on prend la douche? Nos parents prenaient la douche depuis des décennies. Bon. C'est ça, c'est pas la même chose. Ah non, c'est la même. Tout part de là. C'est pas la même tout chose. Part de là. Tout part petitement pour devenir grand. On n'est pas les mêmes personnes en réalité. Nous avons nos tempéraments différents. Nous avons nos comportements, nos habitudes donc une habitude différente que celle que notre mère a peut-être. Non, vous savez. Comme si on nous demande d'être comme elle. Lorsqu'on a un chien, pour qu'il la laisse mesure 1 mètre, c'était au temps de nos parents. On peut dire aujourd'hui, mettons ça à 1,50 m. Ensuite, demain, mettons ça à 2 mètres. Mais ça ne veut pas dire qu'on donne l'ordre au chien d'aller où il veut, de faire tout ce qu'il veut, de mordre tout le monde. C'est-à-dire, il y a un petit relâchement qui doit être fait parce que, comment dirais-je, le mental de l'enfant d'aujourd'hui n'est pas le mental que moi j'ai eu quand j'étais avec mes parents. Moi, on pouvait me gifler, je viens encore pour dire merci papa, après avoir reçu ma gifle pour quelque chose que j'ai fait. Aujourd'hui, vous giflez un enfant, il vous lorgne. Vous êtes son père, mais il vous lorgne, ce qui est hors de raison, hors norme. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas le même tempérament. Mais si je suis né d'un père qui a ses habitudes, mais pourquoi on dit que cet enfant ressemble à son père comme 2 gouttes d'eau? Aussi bien physiquement que mentalement, sur le plan des habitudes comportementales, on doit pouvoir ressembler à nos parents et surtout leur ressembler dans le sens du bien. Parce que si j'ai eu un papa qui est mort en prison parce qu'il a volé ou bien parce qu'il a tué, rien ne m'oblige à lui ressembler. Mais maintenant, il y a des modèles. C'est pour cela que tous les jeudis, nous faisons une émission parlant des 15 valeurs fondamentales. Si ces valeurs fondamentales peuvent être remises sur le tapis et que les citoyens béninois peuvent se les approprier, mais je vous assure, on vivra mieux, on vivra autrement, sans chercher des modèles ailleurs, parce que nous sommes des modèles, mais on ignore les modèles que nous sommes. Nous sommes des modèles qui vivraient mieux si on s'attache très bien à ce que nous vivons, aussi bien dans le couple, dans la vie, tout simplement qu'en société. La vie en communauté a quelque chose de formidable. Oui. Beaucoup de gens ne le savent pas. Quand on s'assoit en cercle, papa, maman, les enfants, l'oncle, tout le monde, tous les soirs, c'est comme ça. Dans la communauté nigérienne, ça n'a jamais changé. Chez nous ici, il y en a dans certains villages. Mais je ne dis pas les blancs, mais l'occidentalisation a fait que chacun a son plat, sa fourchette, il s'assoit là-bas, on lui fait même une petite table. Or, la communion, le fait de manger ensemble, c'est sacré. Et je ne vais pas vous dire maintenant tous les secrets qu'il y a dans ça. Parce que si nous mangeons ensemble, et que oui, si nous mangeons ensemble, nous sommes 4 ici, et tous les jours nous mangeons ensemble. Nous mettons la main dans la sauce, avec le piment, le sel, l'huile qu'il y a dedans. Nous mangeons ensemble. Si lui, mon frère, là, se lève pour aller faire quelque chose contre moi, c'est lui qui prendra les coups. Il n'y a rien à faire. Ah bon? Ah oui, c'est comme ça. Je le dis en tant que chef de collectivité, en tant que Daïe Houaïde Konghoué de Mambou de Kana. C'est très important. C'est un pacte qu'on signe tous les jours. Les autres nous ont enseigné qu'il faut... Enfin, ils nous ont amené à rompre ce pacte. Chacun mange dans son côté, chacun... Et puis bon, comme j'ai bâti une belle villa, il y a au moins 10 chambres là. Madame a sa chambre là-bas, l'homme est ici. Et on vit ensemble mais séparés. Or, c'est le vivre ensemble, le partage de nos sueurs, de nos joies et coutumes, de nos joies et difficultés. Tout cela concourt comme un ciment entre des briques. Aujourd'hui, quand ce n'est pas ça, quand vous allez générer peut-être des couples, les couples aussi ne sont pas solides. Donc, ça va s'effriter. Au moindre coup de vent, c'est comme un papier que le vent soulève. Donc, moi, je crois, en tant qu'Africain, il y a des communautés. Moi, j'ai vécu dans des communautés Hausa et Germain au Niger. J'ai vécu dans des communautés ailleurs, dans d'autres pays, même au Sénégal. Lorsque madame épouse monsieur, il n'y a que la mort qui les sépare. Vous voyez une femme de 80 ans
qui continue encore de servir son homme fatigué. Il revient du champ, elle vient lui enlever les chaussures. Et pour nous, occidentalisés, oh mais écoutez, ça c'est pas sérieux ça. Il n'y a pas de droit de la femme dedans, ça c'est une brimade. Mais la femme doit être libre. Mais c'est pas une brimade, c'est ça qui fait leur société. Moi je me suis hasardé un jour, parce que j'avais du plaisir à faire tout ce qui est autour de moi me sert de sport. Et j'ai voulu faire du balayage dans un village du Sénégal. Oh là 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 là, c'est extraordinaire le tollé que ça a suscité. Hey, wallahi, wallahi, hey, patron, il ne faut pas faire ça, parce que ça là, c'est pas pour nous. La femme a commencé à pleurer parce qu'elle ne peut pas être là pour qu'un homme prenne le balai et balaye. La femme, c'est ça, et ça, moi, j'étais hébété. C'est après que j'ai compris que c'est la soumission de la femme, le respect de la tradition. Et tout cela concourt à créer une harmonie et une entente très normalisée dans nos ménages. D'accord. Oui, Bomé, à Baba, la même question. La question en débat. Je pense que le divorce est un interdit. C'est pour ça qu'il est mal perçu. C'est pourquoi que c'est mal perçu. Et si c'est interdit, pourquoi il existe? Il existe. C'est l'exception. C'est l'exception. Léonie, laissez-moi passer le mot. Il existe parce que c'est l'exception. C'est l'exception. Et comme l'aîné le disait tout à l'heure, il y a certaines raisons qui peuvent amener au divorce. Et même dans la Bible, c'est dit. Quand vous surprenez votre conjoint en adultère, vous pouvez le renvoyer. Mais si vous acceptez de le reprendre après, si, c'est dedans. L'adultère peut entraîner le divorce. Je n'ai pas lu toute la Bible. Si, c'est dedans. Maintenant, dans la Bible, il est dit, quand vous divorcez, et c'est là que c'est vraiment sacré, quand vous divorcez de votre femme, vous ne vous mariez pas jusqu'à sa mort. Elle doit mourir avant que vous ne preniez une nouvelle femme. Absolument. Ça montre le caractère sacré du mariage. Et c'est la première institution divine, le mariage. Ah oui. Et ça fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui passent à côté, Dieu les sanctionne et ils subissent les conséquences les plus atroces par rapport à ce mal qui existe là. Et moi, je pense que comme l'aîné le disait tout à l'heure, nous ne respectons pas nos valeurs aujourd'hui. La famille ne joue plus son rôle. Les parents ont abandonné leurs fonctions. Ça se résume aujourd'hui à aller chercher l'argent et on pense que l'argent peut tout régler dans la famille. Oui, c'est d'ailleurs la question. On a cité nos parents, nos ancêtres qui supportaient tout, qui respectaient, étaient soumis et tout. D'accord, si vous préférez, si vous voulez. Mais les conditions de vie n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisons face à une mondialisation, à une cherté de la vie. C'est pas possible. Nous sortons de la maison, on ne sait même pas à quelle heure tu es censé rentrer. Tu peux même pas honorer ta femme à l'heure voulue. Tu peux même pas honorer ton homme à l'heure voulue. Les enfants sont là, vous les voyez jamais parce qu'il faut bien les nourrir. C'est pas les mêmes sociétés, c'est pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes conditions. Mais pourtant, on nous demande d'avoir les mêmes habitudes. Vous pensez que les familles dans lesquelles il y a beaucoup d'argent, ce sont ces familles qui sont les plus heureuses? Je ne sais pas. Ben, c'est pas le cas, je vous dis. Je ne sais pas. Je vous l'affirme, c'est pas le cas. C'est parce que nous ne comprenons pas un certain nombre de choses. Et sinon, ceux qui ont les moyens, vous allez dans leur famille, ils vivent les difficultés les plus grandes. Mais quand vous mariez avec quelqu'un, même si vous avez le minimum et que le contrat a été bien fait, c'est pourquoi moi je perçois le mariage comme un contrat, je l'ai dit dans un document que je suis en train d'écrire sur les fiançailles. Parce que pour moi, les fiançailles, quand on les prépare bien, c'est ça qui fait qu'il y a le mariage, le bon mariage et que le divorce n'aura jamais lieu. J'ai dit que le mariage, c'est un contrat à durée déterminée. Déterminé parce que ce n'est que la mort qui vous sépare par rapport à ça. Quand on le perçoit comme ça, on ne peut pas divorcer. Même quand des problèmes viennent, vous devrez comprendre que ça, nous allons peut-être prendre du calme, nous prenons du silence, on peut peut-être prendre du recul l'un envers l'autre et nous allons régler ça. Mais quand ce n'est pas perçu comme ça et on pense que bon, quand je marie avec lui et que je ne suis pas satisfait par rapport à un point donné, je peux partir. Mais quand j'ai déjà pris le temps d'apprécier un nombre de choses, vous voyez par exemple chez nous à l'église, on vous dit avant que vous ne vous mettez avec quelqu'un, il faut vous rassurer que la personne est fonctionnelle sur le plan sexuel. Vous imaginez, vous découvrez après votre mariage que votre homme ne fonctionne pas sur le plan sexuel. Vous découvrez que son pénis n'est pas à la taille que vous voulez ou que son vagin n'est pas ce que vous souhaitez. C'est voilà de petits facteurs qui font que les gens peuvent divorcer. Je ne vais pas le laisser parce que son sexe n'est pas à la taille voulue. Peut-être pour vous, c'est important. Et si vous le saviez, vous ne vous marierez pas avec cette personne-là. D'accord. Il y a beaucoup de choses que les gens se cachent pendant qu'ils se préparent le mariage. C'est des choses qu'il faut savoir. Vous découvrez après que votre femme est incapable de féconder. Il fallait faire des analyses au préalable. Et quand vous faites ces analyses, vous vous rendez compte que ma femme, elle est porteuse de telle maladie. On vous demande, est-ce que vous comptez toujours vous marier avec elle malgré ça? Oui, j'accepte.
là, vous laissez la providence gérer. Et Dieu le permettra. Et c'est là qu'il faut aussi mettre Dieu dans le mariage, mettre les familles dans le mariage et que les familles aujourd'hui jouent correctement leur rôle. Vous voyez, nous avons perdu l'habitude des reproductions sociales aujourd'hui. C'est-à-dire? Les parents ne sont plus d'exemple pour les enfants. Combien de parents aujourd'hui, dans la vie de couple, s'offrent un exemple pour les enfants, pour que les enfants demain se disent « je vais me marier, je vais me comporter comme mon papa ». Vous allez voir dans des familles, ce sont les enfants qui corrigent les parents. Papa, ce que tu viens de dire à maman, là, on ne dit pas ça. Et c'est en parfait désaccord avec ce que nous voulons comme idéal pour notre société. Et tant que nous allons continuer avec ces choses que nous appelons modernisation, que nous appelons mondialisation aujourd'hui, et chacun a ses droits, nous voulons les faire respecter, je pense que nous allons désacraliser certaines choses. Demain, nous allons bâtir une société dans laquelle nous ne pouvons pas rester. C'est pas la première fois qu'à chaque débat, on revient toujours sur l'enseignement des droits aux femmes, ou en tout cas, tout ce que vous savez là. Est-ce si mauvais, M. Sagofen? L'enseignement des droits oui, aux femmes? Oui, les droits de l'homme. Non, vous savez, il faut avoir la chance d'avoir des femmes réceptives de cet enseignement-là et qui en fassent un bon usage. Parce que si vous dites à quelqu'un, avec ce couteau, tu peux couper des oignons, tu peux couper des carottes, mais si tu mets ça dans la gorge de quelqu'un, il est foutu. Mais il y a des gens qui seront plus tentés d'aller mettre ça dans la gorge de quelqu'un que d'aller couper des oignons avec le couteau. Or, quand vous enseignez le droit à la femme, elle reconnaît qu'à un moment donné, son mari, qui est bien imbu de ces droits-là aussi, comprendra qu'elle aussi, on ne va pas la martyriser là, en faire une esclave. Mais cela ne l'empêche pas d'être la femme soumise à son mari, la femme qui fait le travail, la femme qui s'occupe vraiment de la santé de son mari, qui est au chevet de son mari à tout bout de champ. Oui, mais aujourd'hui, l'abus qu'on fait de ces choses-là, c'est sur tous les plans. Les enfants, on leur dit plus de châtiment corporel. Oh Seigneur, allez voir ce qui se passe. Et l'enfant sait. C'est grave. Ils vous le rappellent. Oui. Ah oui, ils vous le disent. Ah monsieur, il n'y a pas de châtiment corporel. Hein. C'est interdit. Hein. Mais le châtiment corporel, bon, je ne vais pas revenir sur ça. Mais la femme à qui on enseigne des droits devait se dire merci, j'ai compris mes droits, mais j'ai aussi mes devoirs et je ne vais jamais faillir. Donc, ce n'est pas si mauvais. D'ailleurs, c'est incontournable. Vous avez dit l'école. À chaque fois, le droit des femmes, droit des femmes, droit des femmes. Oui, le droit des femmes, vous savez, il y a quelque chose que moi je dis toujours. Ne pensez jamais qu'une femme sera à 100% mathématiquement égale à un homme. Ce n'est pas possible. Même Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne le conçoit pas. Dieu ne le conçoit pas. Si. Dieu a trouvé que cet aîné, ce monsieur, va gérer cette fille-là, cette dame, pour que les deux gèrent mon monde. Maintenant, si la dame dit, écoute, retire-toi, c'est moi qui gouverne, c'est le désordre qui commence. Mais quand la femme joue bien son rôle, l'homme lui confère même des droits auxquels elle ne s'attend pas. Maintenant, il faut avoir des hommes, des hommes qui ne sont pas avec la mort de l'humain dans leur âme. Parce qu'il y a des hommes qui pensent qu'être homme, c'est pouvoir dire, ça va chez toi, depuis longtemps, qu'est-ce que tu attends pour me faire la cuisine? Pendant que toi et moi, nous sommes rentrés pour me tenir compagnie, ma femme est là, et je commence à la gronder devant tout le monde. Je la honnie, comme on dit, je l'humilie. Et si c'est une femme très courageuse, elle va accueillir ça avec un sourire. Mais au fond d'elle, il y a des larmes qui coulent. Il ne faut jamais être responsable de cet état d'esprit chez une femme. Parce que même si elle vous dit, ayons bonne journée, Sia, rien ne marchera. Quand vous sortez de chez vous, après avoir semé l'amour, la bonté, le bonheur, la joie dans le cœur de votre femme, lorsqu'elle vous escorte le matin pour dire, chérie, tu vas rentrer. C'est formidable. C'est une bénédiction qui ne rate pas. Parce qu'elle est heureuse. Et quand la femme est heureuse, ça se déverse sur l'homme, il n'y a pas de problème. Donc je crois qu'il faut que chacun comprenne son couloir. Même quand on te dit dans ton couloir tu peux aller à 50 à l'heure, sache que l'autre, il est dans son couloir, lui il a l'habitude d'aller à 100 à l'heure. Ne dis pas désormais c'est moi qui vais à 100 à l'heure. C'est pas possible. D'accord. Léonide, nous sommes dans une société aujourd'hui qui apprend beaucoup plus les droits aux gens que les devoirs. Exactement. Et toutes les fois nous allons continuer avec ça, nous n'aurons jamais l'échec. Les bonnes pratiques. C'est pas bon. C'est pas bon. Je pense que nous devrons beaucoup plus promouvoir les devoirs des autres, des uns et des autres. Et quand on le fera, les droits vont venir après. Je ne sais pas s'il existe un homme qui va voir vraiment sa femme et qui est disposé, soumis et qui ne va pas l'accompagner. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les femmes ont
tellement de pouvoir dans leurs mains qu'elles ne savent pas les manipuler. Vous imaginez quand Dieu créait la femme, il a endormi l'homme. Et pendant que l'homme était endormi, vous ne pouvez pas imaginer autant de pouvoir que l'homme que Dieu a remis à la femme. Ça, c'est votre interprétation, Attention. Monsieur Baumer. Autant de pouvoir que Dieu a donné en la femme que l'homme ne connaît pas. La femme a des pouvoirs. Tellement de pouvoir. Utilisez-les, laissez les droits de côté, travaillez vos devoirs. On ne va pas laisser les droits de côté. Ah non. Ah non, du tout. Nous, vous les respecterons, mais ne nous les répétez pas. S'il vous plaît. Et puis bon, Les devoirs d'abord et les droits après. Droits et devoirs ensemble. Non, les devoirs d'abord et les droits après. Les défenseurs des droits de l'homme vont tomber sur nous et puis on va pas s'en sortir. Alors, Léonide Glégan, d'accord, vous avez dit tout à l'heure que il y a l'acceptation de certaines choses qui fait en sorte que certains mariages perdus, mais accepte-t-on tout? Est-on alors dans le devoir de ne pas dire non, puisque vous parlez de devoir? Est-on dans le devoir de ne pas pouvoir dire non à Léonide Glégan? Le mariage, avant tout, c'est une compromission. C'est-à-dire, vous prenez ce que l'autre vous donne et vous lui donnez ce que vous avez. Mais au-delà de ça, vous devez comprendre déjà avec quel type de personne vous êtes. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce que je peux changer en lui. Et si je ne peux pas changer, qu'est-ce que je peux apporter pour m'adapter à lui. C'est un peu ça le problème que nous avons. C'est pourquoi tout à l'heure, quand mon confrère parlait du fiançailles, c'est aussi ça le problème. J'aurais bien voulu que les sociologues nous fassent un peu le point des jeunes qui se marient aujourd'hui. D'où ça part? C'est souvent une grossesse. Aujourd'hui, on se marie parce qu'elle est tombée enceinte. Alors que c'est tout un art. C'est-à-dire, on passe d'abord 3, 4, 5 années ensemble où je sais quel type de personne, surtout. Vous savez, il y a que maman vous dise, moi, maman me dit souvent, quand mon papa rentre et qu'il ne parle pas, je sais qu'il est énervé. Soit il y a une situation, et c'est là elle vient vous dire rapidement, vous avez vu le visage de votre père, restez pas calme. Ça, c'est ce qu'on appelle connaître son homme. Absolument. Qu'elle vous tourne le dos, qu'elle aille juste le voir, et quelques minutes, monsieur revient, le visage change en même temps. Parce qu'elle a su lui dire, ou elle a su écouter, et sans pour autant lui apporter des solutions, elle a quand même trouvé ce qu'il fallait dire pour l'apaiser. Aujourd'hui, combien de ces jeunes filles qui se marient connaissent réellement leurs hommes? Si ce n'est pas parce que le monsieur a une voiture et qui m'a amené manger 2 fois à shawarma et avec tout ce que cela comporte, et le lit a suivi et je suis tombée enceinte, bon, voilà, je ne veux pas avorter, on a accepté la chose ainsi. Et là, ce sont des problèmes que nous vivons parce que la vie de couple aujourd'hui n'est plus forcément une compromission. Comme vous l'avez dit, j'ai des droits, je ne suis pas là pour accepter toutes tes bêtises. Si tu ne peux pas le faire ainsi, alors là, on ne va pas se comprendre. Quand c'est comme ça, je pense bien qu'on ne va pas aller sur ce terrain. On a posé le problème de l'éducation que je ramène encore sur tapis. Aujourd'hui, combien de nos parents éduquent encore les enfants pour la vie de couple? Jusqu'à l'âge de terminale, on ne sait même pas si la fille a un petit ami. On ne sait même pas si l'homme... on lui interdit. On l'interdit carrément, alors qu'on sait pertinemment que derrière, des choses se font et elle est déjà une experte dans ce domaine-là. Même après le bac, et quand elle a le diplôme, je ne sais pas, master, une licence, on lui dit, trouve d'abord l'emploi, je ne veux pas entendre de mari. Alors que normalement, c'est là que vous devez déjà vous-même, à travers votre suivi, trouver déjà à travers cet homme que votre fille est en train de vous montrer, ton homme, celui que tu amènes ici, là, il doit être un monsieur nerveux. Hein. Ah, souvent avec les hommes nerveux, il faut faire ci. Il ne faut pas souvent chercher à parler à tout instant. C'est de petites choses qu'il faut déjà apprendre à l'enfant. On ne lui donne pas cette occasion-là. Et c'est comme vous avez dit, vous voulez que j'ai un emploi, non? J'ai l'emploi. Et dès qu'elle a l'emploi, elle amène l'homme. 2 jours après, ils sont ensemble. Parce que c'était le contrat qu'on avait signé. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas avoir des couples qui puissent se former. Moi, je me rappelle, il y a cela 4 ou 5 ans, ma femme avait accouché. Vous savez, il y a une période quand les femmes accouchent, elles prennent de l'écart vis-à-vis de l'homme. C'est-à-dire, même la toucher, même avoir un peu d'attention, c'est difficile. J'ai jamais eu une femme qui a un enfant, donc j'apprenais ou je vivais cette situation-là. Vous savez, c'est la période où beaucoup d'hommes deviennent en même temps des hommes infidèles. Ouais. Parce que quand à la maison, on n'a pas l'attention, on cherche dehors. Et dehors, il y a forcément celle qui va vous donner l'attention à 200%. Là, maintenant, vous voulez chercher. Non, en fait, je ne vous arrête pas. J'ai pris un exemple parmi tant d'autres. Allez-y, Léonide Glégan, je vous arrête. Vous savez, je vivais la situation au tout début, je crois dans les tout premiers mois, quand un beau matin, mon maman m'appelle, elle a pris des informations et tout, qui va mieux, elle a dit, ah, tu sais, ta femme a accouché, hein. Elle va te fuir, hein. C'est comme ça elles font. Moi-même, je l'ai fait à ton père. Ça va passer. Laisse-lui juste le temps de comprendre et tu vas voir,
elle va encore devenir plus amoureuse qu'elle était avant que tu ne te maries avec elle. Je vous Mais assure. quand la femme accouche, il faudra qu'elle se remette. Non, ce dont tout je ce que parle, vous savez, là. ce dont je parle, ça va jusqu'à 3, 4, 5, 6 mois. C'est-à-dire... Oui, Mais c'est justement non, voilà. dans qu'elle se remette là. Attendez, Donc, mais- l'homme est averti. Voilà. On le prépare à ça. Mais est-ce que moi, on me l'a dit? C'est ça. Alors, j'ai des besoins. Et dans le même temps, il y a de belles femmes, Il y de a belles des filles offres. dehors. Voilà, des offres qui tombent tous les jours. Et dans le même temps, à la maison, on me tourne le dos. Il faut trouver des personnes qui vous apportent ces informations. Et c'est ce qu'elle m'a dit ce jour-là. Je vous assure que c'est comme si c'était ma femme même qui me parlait. Ça m'a automatiquement apaisé. Et moi qui déjà jouais les énervés, Les nerveux, qui je me suis comprenaient remise en rien. cause parce que je me suis dit, elle vit une situation peut-être que je n'ai pas compris, que je cherche même pas à comprendre, alors que je peux changer mon comportement. C'est plutôt moi qui, le soir, au lieu d'aller m'imposer dans le lit, je restais au salon, je faisais semblant de regarder la télé, juste à une certaine heure, le temps de me coucher après pour ne pas l'indisposer. Vous voyez? Alors, si on ne l'avait pas fait, vous imaginez les conséquences. Donc, je me dis aujourd'hui également, il y a l'éducation qui a totalement déserté le forum, c'est-à-dire on n'a plus des personnes qui, autour de nous, doivent nous donner cette possibilité de comprendre certaines choses. Au-delà de ça, il y a Dieu. Ça, ne nous leurrons pas, que vous l'appelez Jéhovah, Allah, je ne sais pas quel nom. Dans toute relation de couple, quand vous ne mettez pas Dieu dedans. Parce que dès que je veux poser un acte, il faut que je me pose des questions. Il faut que je me dise, est-ce que je veux faire, là? Les hommes ne me voient pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me voit, qui puisse me juger? Et comme on le dit souvent, la vie ne vend rien à crédit. Est-ce que je ne veux pas reprendre ça plus tard à travers, je sais pas, des actes que je pose? Je vous assure que vous me remettez en cause. C'est comme l'a dit tout à l'heure notre aîné, vous quittez la maison le matin, vous avez une femme qui vous salue bien, qui vous envoie sur le terrain, vous êtes heureux. C'est divin, c'est spirituel. Mais quand vous ne savez pas ça, vous poserez forcément des actes qui ne va peut-être pas la mener à faire ça, et vous allez dire, bon, on s'en contrebalance. C'est pas son au revoir dont j'ai besoin. Je suis étonné de voir des couples où on se lève le matin, on ne se dit pas bonjour. Ouais, plein. Bon, ça dépend de la situation, non? Non, quelle même, situation? regardez, vous pouvez même dormir Je dans le pose la même question. lit. Non, aucune situation. Moi, je pense que le premier bonjour qu'on doit vous donner, c'est le bonjour de votre femme. Mais déjà, à 5 ans sur 20, c'est avec tablette. C'est avec c'est la jeunesse, WhatsApp. C'est une autre réalité. C'est-à-dire, on s'ouvre aux autres, mais on est fermé dans le couple. Dans ces conditions, je crois que rien ne peut aller. Et je crois que c'est là même le véritable problème d'aujourd'hui de nos divorces. Oui. Ça, oui, ça vraiment. Vous épousez la thèse là. Je le Vous remercie l'achetez pour avoir mis carrément. le doigt sur la gâchette. Parce que je me suis dit, est-ce qu'on pourra en parler? D'accord. Beaucoup de couples divorcent aujourd'hui à cause de ce malin, cet imbécile qu'on appelle le portable. Je vous assure tout. Parce que la femme, d'abord, pour vous dire une réalité, Oui. lorsque vous vous levez le matin, vous êtes dans le même lit avec votre époux. Quand vous vous levez le matin, la première personne que vous devez saluer, c'est lui. Même si vous avez passé toute la nuit, une nuit blanche même, quand vous retrouvez le jour, vous allez à la Donc, douche. comme je le disais, ça dépend de la situation, mais quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, vous vous levez, vous allez d'abord vous laver toutes vos impuretés, parce que c'est ce qu'on nous a appris. C'est pas se laver, se doucher, non. Mais vous lavez là où on doit laver, vous faites le visage et vous revenez. Dans certaines familles, je trouve normal, on s'agenouille. Papa, adore Péria. Tu sais bien qu'il est resté à côté de toi. Peut-être qu'il a ronflé, donc il a bien dormi. Mais pourtant, tu ne lui dis pas, tu as bien passé la nuit. Oui, ma chérie, et toi, ça va? C'est fini pour la journée. Vous avez mis la clé contact dans le véhicule. Ça marchera. Maintenant, vous ne pouvez pas en tant qu'épouse devant votre mari à la maison, pendant que vous avez des tâches à faire, pendant que monsieur est là et ne fait pas autre chose, vous ne pouvez pas vous attabler avec un portable. Pire encore, d'abord vous faites les messages, vous faites les audios. Vous souriez. Mais ce qui est grave, vous prenez le portable, vous écoutez une conversation, non seulement vous souriez, vous riez aux éclats jusqu'à... Mais moi, je me dis, mais écoutez, qu'est-ce qui... La jalousie peut commencer par là. Le pire dans cette affaire, c'est que quand elle finit ça, et qu'elle vient dire à son mari, papa, Tanti Chiweme, c'est-à-dire votre soeur, ah, là on est apaisé. Elle finit tout ça, elle ne vous dit rien. Et c'est vous qui dites, mais alors nous qui côté nous oncle Miton dit ouais, ou bien tante Miton dit ouais, rien n'est clair. Ou bien, ah non, c'est grave. Il ne faut pas que le portable. Rien n'est clair. Il ne faut pas que le portable se mette au travers de nos relations. Et je vous assure, moi j'ai vu des couples, j'ai été appelé, mais j'ai trouvé absurde que madame soit à la cuisine devant le gaz avec le portable dans la main gauche en train de remuer la sauce, que madame soit au salon pendant que son mari
a la main à la tempe parce qu'au service, il y a eu un pépin, mais madame ne peut même pas prendre le temps de dire « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Non, elle est occupée par le portable. Et elle, c'est comme si elle était sur une machine à taper. Les messages vont. Pan. Vous entendez le son, vous savez que le message est parti, un autre est venu. Mais écoutez, moi j'ai eu des ménages où le monsieur seul, il a pris toute sa patience. Ça a duré des jours, et il a dit à sa maman, « Maman, excusez-moi beaucoup. Ce que je vais faire va vous faire mal parce que vous ne concevez pas ça, mais vous l'apprendrez demain. » Le lendemain, il est venu, il a dit à sa femme, « Madame, je vous en prie, retournez voir votre nouveau mari. » Et ce nouveau mari, c'est le portable. D'abord, quand on dit, elle n'a pas compris. Et comme par hasard, elle a une fille qui n'a jamais apprécié ce qu'elle fait avec papa. Ah non. Et la fille s'est mise à pleurer. Elle n'a pas soutenu sa maman. Elle n'a pas dit, papa, tu as raison, mais elle était mise dans un coin, elle a commencé à pleurer. Quand les parents sont venus, les gens qui sont au courant de l'affaire sont venus, on a dit, mais pourquoi toi tu pleures? Elle dit, c'est maman qui a tout cherché. Alors, ça n'a pas été facile pour réconcilier ce couple divisé par le portable. Voilà encore des choses qu'on nous a inculquées et on boit tout, on avale tout, on ingurgite tout. Il y a des ménages où la femme ne touche à son portable que lorsqu'elle a fini tout. Et même pour le faire, elle dit, papa, je vais profiter pour voir le forum. Il y a eu tellement d'audio là que je n'avais pas écouté. Oui, ma chérie, vas-y, il n'y a pas de problème. Et tout cela se fait au salon devant le monsieur. C'est ça, là c'est bon. Et quand son boulot l'exige, ce que vous dites, c'est vrai, hein? Je ne vais jamais dire que c'est faux. Mais quand c'est son boulot qui l'exige. Oui. Non, quand c'est le boulot qui l'exige, je sais. Et le mari comprendra. Mais si Angèle doit répondre à des choses concernant télé, et puis je connais ça, je sais qu'elle est tout le temps dans ce domaine, elle doit envoyer des messages ici dans le cas du boulot, c'est même moi qui vais lui dire, et Angèle, tu as fini avec, attention, il ne faut pas lésiner sur les choses là, il faut vite faire ça, ou bien à d'autres forfaits, tu veux un peu de forfait, mais là elle est heureuse, et je suis heureux, et on fait tout en accord, mais c'est pas toujours, c'est même rare que ce soit le boulot. Vous avez des gens qui disent, ah, allô, tonton, ils font quoi? Attends, ils d'agua, mais ça quand même vieux. Et puis on rappelle. Pas marié. Non, pas marié, ne peut pas dire. À ça comme un vieux, c'est ça. C'est tonton. Si c'est à mon père, si c'est à mon père qu'elle dit ça, papa, mais ça quand même vieux. Et j'entends la voix de mon père, je vais me préparer à lui prendre une bière. Si c'est à ma mère, je vais me préparer à lui donner un gros bisou. Si c'est à mon petit frère qui est toujours avec nous, qui nous aide, qu'elle dit ça, je vais comprendre que celle-là, elle est définitivement Madame Sabo. Ouais, c'est ça. Oui, maintenant, et si c'est une copine à elle? Non, une copine. Si c'est une connaissance, une connaissance féminine. Aucun problème. Ah, donc c'est les hommes qui posent problème. D'accord, si ce sont les hommes, d'accord, vous avez raison. Et évidemment, vous avez raison, parce qu'une femme mariée doit avoir certaines tenues. Alors, on parle toujours du pourquoi le divorce, il est mal perçu dans notre société africaine. Vous avez tous dit que c'est parce que, eh bien, on ne se marie pas pour se quitter, etc. Léonide a posé le travail d'éducation, ou le rôle primordial de l'éducation à la sexualité, à la vie de couple. Là, c'est que autant nos parents et nous-mêmes futurs parents, nous avons déplacé le débat. En réalité, nous n'assumons pas nos rôles, Bomé Agbaba. C'est bien ça. Je pense que les parents ont déserté le forum à ce niveau-là. Ils ne jouent pas leur rôle. Et c'est une invite ce matin que nous voulons nous faire. Parce que chacun, à un niveau donné, a un rôle de parent qu'il joue pour un frère, une soeur ou quelqu'un dont il a la garde à la maison. Et c'est là que nous devrons comprendre tout le rôle que les églises jouent. Nous, dans un passé récent, nous avons fait une communication dans notre église où nous avons invité un expert en santé sexuelle qui est venu éduquer nos jeunes pour les dire, mais attention, à partir de tel âge, il y a telle chose qui vient, et voilà ce qu'on doit savoir sur le mariage, sur les fiançailles, etc., pour que les sujets qui sont tabous ne le soient plus. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes de sexe, de sexualité et qui ne savent à qui les poser. Vous savez, à l'école aujourd'hui, avec les lois qui sont à l'école aujourd'hui, l'école est devenue juste un centre d'instruction, hein, où l'enseignant ne joue plus son rôle d'éducation. Parce que dès que tu commences par le faire là, on va dire que tu as trop de proximité avec l'enfant, avec l'apprenant. Donc toi-même, tu vas à l'école, tu l'aides à acquérir le savoir et tout se limite là. Les parents n'étant pas à la maison, l'enseignant ne pouvant plus jouer le rôle d'éducateur, les enfants sont laissés à la rue. Les copains vont se voir entre eux, c'est là les histoires de patous, de bises, de si vont commencer. Et c'est tout ça qui conduit au mariage de court terme et rapidement le divorce vient et tout le reste. Donc pour quelqu'un qui sort le matin
et qui va chercher des millions parce qu'il pense que c'est de ça. Sa famille a besoin pour réussir. Il faut qu'il sache aujourd'hui s'il a les millions et qu'il n'a pas de bons enfants éduqués à la maison, ça va être terrible. Je vous raconte cette histoire-là qui a été racontée. C'est dans un établissement. Une fille qui a invité son camarade à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il invite son camarade à la maison. Il l'amène dans le lit de son papa avec la serviette de son papa. Et maman qui, fortuitement, vers 16h comme ça, rentre à la maison, pas de ses habitudes et qui découvre sa fille et son camarade dans le lit conjugal. Elle n'a pas de chambre. Bon, je sais pas que je cautionne l'acte, mais en fait, elle a poussé l'audace un peu trop loin. Attention, même s'il voulait faire ça, pourquoi pas au salon? Pourquoi pas dans la chambre? C'est ça que je demandais. Pourquoi pas aux toilettes? Mais juste dans le lit de papa. Confort. Parce que peut-être là, c'est l'endroit le plus parfait où les parents le font et il doit avoir un goût particulier là. Vous voyez, jusqu'à où les parents ont déserté le forum, on quitte le matin à 6h. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, il y a des métiers que je ne ferai jamais. Vous quittez la maison à 6h, vous n'avez pas la chance de voir vos enfants se réveiller. Non. Vous rentrez après 23h. Ils sont déjà au lit. Vos enfants sont au lit avant que vous ne veniez. Les week-ends, on les connaît au Bénin. C'est les cérémonies. Donc, vous n'avez que le dimanche. Et les dimanches, ça, c'est entre garçons, ça. On va se voir. Ça dépend de quel métier en plus. Et ça dépend encore de quel métier. Donc, ça veut dire que vous avez tout fait pour que vos enfants ne vous voient pas. Vous avez tout fait pour que votre femme n'ait pas d'espace d'intimité avec vous. Vous rentrez comme ça tout fatigué, madame a envie d'avoir des besoins, des envies sexuelles, vous la repoussez ou bien vous commencez quelque chose, vous faites quelques minutes, là elle n'est pas satisfaite. Quelqu'un d'autre est en train de dire des bêtises sur un forum où on fait des 20 minutes, des 1 heure. Elle dit, mais à la maison chez moi c'est 2 minutes, mais je ne comprends pas. Ça continue, ça continue. Son mari n'est pas à la maison. Son mari n'est pas à la maison. On dit, bon, allons prendre un pot quelque part. Voilà comme ça les ouvertures au divorce. Et c'est comme ça commence. Je voudrais vraiment inviter les couples aujourd'hui à ne pas mettre l'argent au prime abord quand on parle de relations de couple. Ce n'est pas l'argent. Il faut construire la famille. Et moi, j'ai fait ce contrat avec mon époux. J'ai dit, bon, moi, je vais me sacrifier pour chercher l'emploi, mais pendant que les enfants sont tout jeunes là, toi, tu vas rester à la maison, tu vas faire des travaux de maison et tu vas faire un travail de maison, tu peux vendre à la maison, mais quand on aurait fini jusqu'à un niveau donné, ton diplôme, on va faire valoir ça. Ça, c'est ma conception personnelle et ça, c'est pour mon ménage. Des gens peuvent dire, mais attention ça, il prend sa femme qui a un diplôme donné, mais il ne veut pas que sa femme travaille. Mais nous pensons que c'est l'idéal pour nous. Quand on aurait fait ça, on aurait donné les bases aux enfants. Quand ils auront ces bases-là, ils ne s'en détourneront jamais. Vous pouvez prendre du temps, sortir, aller faire vos voyages, aller travailler tout le temps. Vous avez déposé les bases et les gemmes sont là. Ça va pousser, même s'il y aura de déviance, ça va être de petites déviances. Et ils auront toujours le regard que, mais ça, on nous a interdit ça. Papa n'a jamais toléré ça. Les parents étaient toujours là. Et quand on a fait ça, ils ont refusé. Maintenant qu'ils ne sont pas là, on doit toujours se souvenir que nous ne le faisons pas pour eux, mais nous le faisons pour nous-mêmes. Parce que papa a déjà rappelé tout ça tout le temps. Si tu le fais, ce n'est pas pour toi-même. Parce que quand moi je l'ai fait, je ne l'ai pas fait pour mes parents. Donc tu le fais pour toi-même. Demain, tu seras un bon garçon, une bonne fille et tu réussiras dans ta vie. Dans ces parents qui quittent la maison tout le temps. Et on n'a même pas de surprise qu'on fait à sa femme. Madame sait que tu quittes le matin à 8h, là tu rentres à 22h. Elle peut même accueillir un homme dans sa maison sans que tu ne le saches. Ça, c'est l'exception. C'est pas bon. En fait, il faut faire attention. Ça, c'est du petit conseil d'homme qu'on se donne pour que. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui font que beaucoup de femmes divorcent. Beaucoup de femmes vont à l'infidélité. Parce que les maris ne sont pas présents. Et quand vous laissez d'espace à quelqu'un, la personne occupe ça. Quand vous laissez d'espace, on occupe l'espace. Quand vous ne faites rien, vous êtes sujet beaucoup plus à pécher. Mais quand vous êtes occupé à travailler, à faire quelque chose, vous n'avez même pas idée à penser à ce qui est mauvais. D'accord. Donc il ne faut pas laisser d'espace à quelqu'un qui pense à ce qui est mauvais. D'accord. Léonie, vous voulez parler, mais je vous pose quand même d'abord ma question. Vous allez organiser la réponse comme vous voulez. Vous avez parlé de l'éducation à la vie de couple, à la vie sexuelle, mais n'est-ce pas la peur aussi de la dépravation? C'est la question. Maintenant, allez-y. Alors, je vais d'abord rebondir sur l'intervention de mon ami de... Alors, vous savez, aujourd'hui, on court pour l'argent, il a dit, mais on peut ne pas courir pour l'argent. Mais ce qui nous tue, je reviens encore, c'est parce qu'on a occidentalisé nos familles. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'ai vécu dans la même maison avec des oncles, avec des tantes, avec ma grand-mère maternelle, avec ma grand-mère paternelle, et avec d'autres cousins et cousines. Ça fait que même quand papa va au boulot, revient le soir, il y a autant de personnes dans la maison qui vont te rappeler à l'ordre. C'est-à-dire, on peut te taper, te corriger même avant papa. Et quand papa revient, on lui dit, il a fait telle chose, on t'ajoute encore une autre punition. Mais aujourd'hui, papa et maman vont se décaler ailleurs, avec les 2 enfants. Pour éviter les histoires. Voilà. Non, on croit qu'on évite les histoires, mais au fond, c'est là même on crée les histoires. Avec une domestique qui joue à peine le rôle quand vous n'êtes pas à la maison. Et au fond, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Moi, je pense que si on arrive à faire comme le faisaient nos grands-parents, ne pas éviter les problèmes, mais on peut toujours trouver des tantes à côté, des personnes qui peuvent jouer le rôle. C'est vrai, ils ne le feront pas aussi bien que nous,
Mais il y aura forcément la figure d'une personne âgée. Il paraît que le monde est devenu... Mais vous savez, ça ne va jamais changer. Le monde a été toujours méchant. Mais c'est juste choisir les bonnes personnes pour ne pas tomber sur les personnes méchantes. Mais en fait, c'est l'effort là, on ne veut pas faire et on se dit, la meilleure façon, c'est de vivre à l'écart. Alors, vivre à l'écart, c'est papa, maman et les enfants. Donc, au finish, il y a même des familles où l'enfant vous dira qu'il ne connaît même pas les enfants de son oncle. Parce qu'il ne les a jamais vus. Même l'oncle, là, c'est une fois, il le voit par an. Si, entre-temps, on se voit, sinon, dans le cas contraire, il ne connaît même pas son village. Alors, c'est une parenthèse que j'ai fermée. Parlant de l'éducation, vous savez, quand vous évitez de parler de quelque chose à l'enfant, vous le poussez vers la chose. Vous savez, les meilleures choses que nous savons faire, et moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est ce qu'on m'a jamais appris. Ce que je cherche moi-même à comprendre, je le fais mieux quand on me l'apprend. Alors, pourquoi les parents devraient éviter d'apprendre à un enfant comment vivre sa vie sexuelle ou comment vivre sa vie de couple, alors qu'on sait que la finalité de tout homme, c'est de finir par se marier, à moins que vous décidez de l'envoyer dans un séminaire. Alors, quand ce n'est pas le cas, si vous décidez de ne pas le faire, vous le jetez dans la rue, parce que quand la famille ne le fait pas, quand l'école presque a démissionné parce qu'on ne veut plus parler de sexualité et tout, c'est la rue qui prend le devant. La peur de la dépravation. Alors, quand vous avez peur de la dépravation, vous jetez l'enfant dans la dépravation. Parce que quand vous ne le dites pas, à 15 ans, dès que tu as tes menstrues, tu peux à tout instant, dès que tu tombes sur un homme et que vous ne prenez pas les précautions, tu peux tomber enceinte. C'est la copine qui lui dira, oh, c'est faux, il n'y a rien là. Il suffit seulement de bien faire. Et qu'au moment important, tu lui dises de ne pas faire ça dedans et le problème est réglé. Alors, entre ce que toi, tu l'aurais dit, qui quelque part va peut-être attirer son attention, a peut-être fait des recherches, et l'ami qui est dedans, mais qui peut-être ne lui dit pas tout, le choix est vite fait. Donc moi je pense qu'on ne peut pas avoir peur de la dépravation et se refuser d'éduquer les enfants. La preuve, quand vous prenez notre société, les enfants qui ont eu cette chance d'avoir des parents, je dirais un peu ouverts, qui arrivent à des moments donnés à attirer l'attention de l'enfant sur certaines choses, je ne dirais pas que ce sont les enfants qui ont forcément réussi, mais quand vous voyez leur façon de fonctionner dans la société, c'est un peu différent. Moi je me rappelle quand j'étais en classe de 4e ou de 5e, il y avait une fille dans ma classe qui était tellement belle. Je voulais d'elle, comme on le disait. C'est vrai, c'était de l'enfantillage, mais j'y croyais sincèrement. Vous savez, le jour où je lui ai fait les avances, elle m'a dit, je t'ai écouté, hein, mais dès que maman sera là tout à l'heure, tu vas lui dire ce que tu m'as dit. J'ai fui. Je ne suis jamais... On s'asseyait dans la classe côte à côte, mais j'ai quitté en même temps. Parce que je ne concevais pas, et je ne me voyais pas aller devant sa maman. Peut-être j'aurais eu le courage peut-être d'aller voir la maman. Peut-être il allait peut-être nous dire des choses, peut-être même nous mettre ensemble et suivre la relation. Mais parce que chez moi à la maison, on ne m'a jamais parlé de telle chose. Je me demande comment sa maman va me regarder. Alors, va voir peut-être ce qu'elle se dit avec sa maman. Et qui amène peut-être la fille à me dire, viens dire ce que tu m'as dit à ma maman. Parce que sa maman lui a dit, dès qu'un homme te fera des avances, je voudrais bien rencontrer cet homme et écouter ce que ce garçon a à te dire. Mais voilà, je suis sûr que cette fille va au moins avoir la chance de ne pas tomber sur un homme, peut-être jusqu'à classe de terminale. Parce que connaissant la mentalité et l'éducation que nous autres nous avons, personne n'aura le courage d'aller voir sa maman. Alors, est-ce que ce n'est pas une éducation? Mais on ne l'a pas dépravé. Mais au contraire, on est arrivé à cerner un peu le contour des personnes qui la fréquentent. Je crois qu'on peut aller sur ce terrain et les parents devraient avoir le courage de le faire. Pourquoi pas? Allez, on va écouter maintenant, hein, on va écouter un peu les citoyens. Nous parlons des raisons pour lesquelles dans nos sociétés africaines, eh bien, le divorce est mal perçu. Nous avons parlé du divorce lui-même, des causes du divorce et maintenant le pourquoi. Cette fois-ci, nous allons écouter nos téléspectateurs, les citoyens qui se sont prononcés sur la thématique et puis on va revenir. Selon moi, chez moi, le divorce est mal perçu parce que je prends un exemple. Je vais prendre un exemple de moi-même. J'ai commencé avec une fille depuis 9 ans, on est resté ensemble, mais dans une seule journée, on s'est divorcé. On s'est divorcé parce que elle m'a fait quelque chose très mal. Et quelqu'un à qui tu es depuis 9 ans, tu as fait tout, tu as mis ton intention sur elle et puis elle t'a laissé comme ça là. Donc ça fait du mal. Et on ne peut pas pardonner ça là, ça c'est impardonnable. Oui, nous devons prendre ça mal. Moi aussi je fais partie du peuple du Béninois, nous devons prendre ça mal parce que, et supposons quelqu'un qui est déjà dans son foyer, qui a déjà construit sa petite famille, qui est avec sa famille, et bizarrement, la femme laisse l'homme qui va supporter les enfants. Ça fait du mal. Soit
vous avez déjà un projet en cours. Vous les deux, vous avez déjà un projet en cours. C'est le pire là, ça. Vous avez déjà un projet en cours. Et l'autre là, déjà investi dedans. Toi aussi, tu as déjà investi dedans. Comme ça, c'est que dans une seconde, l'autre laisse l'autre et s'en va. Ça fait du mal. C'est ça là qui cause. C'est ça le cause même là. C'est ça. C'est le projet qui est en cours là. Mais c'est vous les deux qui ont resté ensemble, qui ont sorti l'idée de construire telle chose. Je suppose que vous avez l'idée de cette année maintenant, vous avez acheté de la voiture. Et l'autre a dit, ah, ok, moi je sors 2 millions, toi tu sors 2 millions. Mais si vous avez déjà fait 7 plans là. Et vous avez déjà fait le plan et la fille te laisse, soit l'homme te laisse la fille. Ça fait tellement du mal. Ça fait même du mal jusqu'au point où on dit je vais tuer telle personne, je vais tuer telle personne. Parce que vous avez déjà fait le projet. Et vous avez déjà un projet en cours. Et vous devez rester ensemble pour construire le projet. Mais si l'autre laisse l'autre, une seule doigt ne peut pas taper et ça va sonner. Il doit avoir 2 doigts comme ça d'abord et ça va sonner. C'est la raison pour laquelle là, on prend ça mal. Ça dépend de nous, les hommes et aussi les femmes. Parce que quand l'autre a besoin de quelque chose et toi, tu existes de le faire, malgré tout ça, malgré tous tes efforts que tu fais, lui, elle là, ne te calcule pas. Elle dit qu'elle t'aime. Elle t'aime, toi aussi l'homme qui prend soin d'elle. Si tu penses bien à ta vie aussi et tu penses bien aussi à les enfants que tu as, pour divorcer là, c'est un peu mal pour toi-même de faire. Mais il y a certaines personnes qui le font sans même pas contrôler, sans même pas réfléchir avant de le faire. Et il doit prendre ça mal. Parce que moi-même, par exemple, moi maintenant, si quelqu'un fait la divorce et à côté de moi et je vois, et c'est ma voisine, mais je vais lui poser la question d'abord. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et à l'explication, je sais, donc c'est à cause de ça que tu as fait ça. Bon, ça dépend de nous-mêmes. La divorce là, ça dépend de nous-mêmes. Parce que si moi je divorce ma femme, si tu me poses la question pourquoi tu as fait ça, moi je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Tu comprends? Moi je vais t'expliquer. À une autre personne, si tu le poses la même question, pourquoi il a fait ça, lui-même va t'expliquer. Mais ça fait mal un peu. Ça fait mal à cause de quoi? À cause des enfants. Si vous avez déjà fondé une famille et puis ça arrive comme ça, qui va supporter les enfants? Mais tout ce que moi je vais dire, c'est pas bon. Divorce là, c'est pas bon. Parce que si Dieu ne nous aime pas, il ne peut pas nous créer. Il ne peut pas créer deux humains ou bien. Et il dit, multipliez-vous. Et pourquoi on fait ça? Non, c'est pas bon. Hein. Je dis c'est un problème difficile, crucial, au jour d'aujourd'hui. Sinon avant, nos parents, à partir de ma maman, quand il y a divorce, il faut savoir qu'il y a un problème. Et les parents se concertent. Les familles se concertent. S'il faut unifier, ils unifient. Le cas contraire, ils jouent leur partition. Jusqu'à ce que les deux parties trouvent une bonne solution. Mais aujourd'hui, c'est un problème crucial. À cause de quoi? Des moyens. Une partie n'a pas de problème, et l'autre a des problèmes. Soit c'est l'homme, et généralement c'est l'homme qui a des problèmes. La femme est comprise en famille béninoise. Elle est assise, tu vas courir et lui ramener tout. Elle est conçue pour le foyer. Ce qui, chez le blanc, n'est pas ça. S'ils prennent mal, c'est parce que ils ont souvent penchant à leur fils ou bien leur fille. Une famille a un penchant de son côté. Chacun sauvegarde sa famille. Elle ne veut pas que la famille entende que cette famille-là, c'est une famille où, quand on les marie, elle ne reste pas. C'est pourquoi ils ne veulent même pas entendre parler de ça. Ah, c'était là l'opinion des citoyens interrogés sur la question. Dans cette vaste pluie, on a entendu certaines personnes évoquer les enfants. Quand il y a les enfants dedans, et bien c'est compliqué de se séparer. Monsieur Sagbofano, est-ce qu'il faudrait regarder les enfants et que quand on ne va plus, quand on ne sent plus ce mariage-là, quand on n'est plus heureux à cause des enfants, il faut forcément rester dedans? Que faisons-nous de notre bonheur à nous-mêmes? Ou bien ça devient le sacrifice ultime? Non, il faut chercher toutes les tentatives nécessaires de tous les côtés pour pouvoir permettre au couple, parce que c'est le couple qui s'est connu avant que les enfants ne viennent. Donc, le premier enfant que fait la femme, c'est son mari. Le premier enfant que fait l'homme, c'est son épouse. Les deux sont ensemble pour faire maintenant des enfants. Il faudrait qu'ils partent de l'idée qu'ils sont faits pour rester ensemble. Déjà, en se mettant ensemble à deux, ils sont faits pour rester ensemble pour de bon. Qu'il y ait enfant ou pas,
C'est ça la particularité de la société africaine. Dès qu'il n'y a pas d'enfants, dès que la femme ne peut pas faire des enfants, les parents, ce sont vos propres parents qui vont vous dire non, tu ne peux pas garder ça là comme ça. Donc, personnellement, je trouve que lorsque ça va, plus ou moins, parce que nulle part ça ne va très bien, dans aucun couple, ça c'est clair, c'est pas évident. Mais lorsque ça va plus ou moins bien, profitez de la présence des enfants pour consolider votre couple. Maintenant, si mort doit s'en suivre, et on va dire mes enfants, jusqu'à mourir, je crois qu'il faut trouver le juste milieu, la bonne solution pour éviter le pire. Parce que si vous avez un mari, c'est un véritable soulard. Et quand il vient, il ne fait pas la différence entre le bic et le couteau, entre le mortier et le balai. Et vous êtes assommé jusqu'à vous blesser. On a vu des vidéos comme ça où des femmes ont été martyrisées, blessées, amenées à l'hôpital. Et c'est quand l'homme est ressorti de son sommeil de liqueur là qu'il s'est rendu compte qu'il a fait des bêtises. Mais si vous avez un homme comme ça, et ça se passe tout le temps comme ça, et vous dites mes enfants, vous allez être là en train de couver sur les enfants, il va vous éliminer, vous allez mourir. C'est dommage, ce que je dis, c'est triste. Ça ne doit pas arriver. Mais dans ces conditions, il vaut mieux chercher la porte de sortie. Peut-être que demain, il va revenir à de meilleurs sentiments. Parce que toutes les séparations ne sont pas des divorces. Il y a des séparations qu'on fait pour ramener l'autre à de meilleurs sentiments, à la raison. Et il se rend compte, et quand on répare et que vous reprenez corps, il se jure au fond de lui-même de ne plus jamais recommencer. C'est comme quelqu'un qui boit. Mais la séparation de corps, ceux qui se sont officiellement mariés, la séparation de corps n'est pas reconnue, autorisée. Ou bien c'est une fois, je parle sur votre couple, c'est vous qui avez fait l'acte. Dites-nous tout. Est-ce que la séparation de corps est acceptée quand on a bien fait les choses dans tous les sens du terme? Normalement pas. Normalement pas, à moins qu'il y ait une maladie qui vous oblige à vous séparer le corps. Sinon, il ne doit pas avoir des sujets de couple qui vous obligent à vous séparer le corps parce que le corps, Dieu l'a prévu pour ceux qui sont mariés. Donc, vous devrez jouir de ça normalement quand vous mariez. Absolument. Non, je voulais juste cette précision. Ok. Je voulais juste cette précision pour permettre à M. Sagofano de continuer. Oui, hein, quand il est dans certaines situations, eh bien, c'est soit l'homme qui s'éloigne un peu pour permettre à la femme de se calmer. Pour que chacun retrouve ses esprits, parce qu'il y a des gens, effectivement, ils peuvent trouver totalement leurs esprits, promettent de ne plus jamais recommencer, ou alors peut-être que c'est un vilain esprit qui est en train de le tourmenter. On peut toujours chercher à faire des prières pour lui, l'exorciser, ou alors aller au village pour voir dans le fond des choses et extirper ce diablotin qui est en train de leur créer des ennuis. Et si c'est le cas, quand ils vont se... Parce que l'idéal, c'est toujours chercher à ne jamais se séparer. C'est ça l'idéal. Et on doit se dire, même si le toit s'effondre sur nous, tant que nous n'avons pas eu des trucs cassés, nous allons refaire un autre toit ailleurs pour vivre ensemble. Quelle que soit la difficulté, il faut rester ensemble pour éduquer ses enfants. Les séparations trop vite faites, les divorces trop vite prononcés ont créé une situation très difficile dans la société d'aujourd'hui pour la simple raison que les parents ne sont plus ensemble pour éduquer les enfants. Et ces enfants sont, dans la plupart des cas, éduqués par la rue. Parce que personne n'éduque plus aujourd'hui les enfants. Et c'est triste. À l'école même, on ne fait que vous apprendre X plus Y égale Z, ainsi de suite. Le professeur finit, il va émarger, il prend son fric, il s'en va. Personne ne vous dit, tout à l'heure quand vous allez rentrer, faites attention pour traverser la rue, hein, regardez bien à droite, regardez à gauche. Personne ne vous dit, quand vous serez à la maison, faites plaisir à papa. Toi, tu es une fille, fais bien le ménage, lave bien, fais la vaisselle, ainsi de suite. Et toi, tu es un garçon. Vous deux là, faites tout pour ne pas avoir moins de 12. Parce que si vous avez 12, 13, 14, papa sera très content. Il va vous donner des cadeaux. Voilà cette éducation qui manque. Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais plus personne n'en parle. Vous retrouvez des enfants qui viennent à l'école, vous voyez dans leur comportement, vous voyez leur comportement et vous vous retournez à la salle des profs ou bien quelque part dans un coin, vous vous prenez la tête pour dire, mais de quoi demain sera-t-il fait avec ça là? Et c'est ça qui est grave. Tout le monde, comme l'a dit l'autre, tout le monde est coupable. Afiamala, je crois. Tout le monde a fui ses responsabilités. Tout à l'heure, mon ami a déjà développé suffisamment. Mais je dis, vous avez dit, est-ce que... les enfants. C'est-à-dire, vous avez dit, aujourd'hui, il faut aller chercher de l'argent. Je peux vous assurer que tout est une question d'organisation. Comme il l'a dit,
Vous pouvez faire référence à un oncle, à une cousine, à une tante, à un frère, pour que la vie en communauté, une fois que c'est rompu au village, puisse continuer là où vous êtes. Pas forcément avec les mêmes personnes, parce que les grands-parents, ils vont quitter ce monde, nos parents aussi, ils vont partir, mais il y a toujours des maillons de la chaîne qui restent et avec lesquels on peut composer, tout en se méfiant un peu de ceux qui sont très négatifs. Oui. Parce que quand c'est comme ça, vous créez toujours une mini-atmosphère du village qui rentre dans l'atmosphère générale de la ville pour continuer d'avoir des enfants qui sont des modèles. D'accord. Oui, Léonide, sur la même question, est-ce qu'à cause des enfants, j'y arrive, est-ce qu'à cause des enfants, on sacrifie son bonheur et puis bon, on reste? Alors, c'est quoi le bonheur? C'est la question qu'il faut se poser d'abord. Parce que si mon bonheur, c'est forcément vivre heureux, peut-être sans les enfants, tant mieux. Mais si mon bonheur, c'est parce que j'ai une vie de couple et que avec ces enfants, je me sens heureux, alors on ne parle plus de sacrifice, on parle peut-être de continuer toujours à vivre ce bonheur. Et alors, que dirons-nous de ces femmes qui vivent avec les enfants sans le mari? C'est un choix. Donc, si j'ai choisi de vivre avec un homme et que je me dis que voilà, cet homme ne m'aime plus, j'ai plus l'amour que je recherche, mais que je me retrouve avec mes enfants et qu'ils font mon bonheur, ils font ma joie, alors, je peux toujours rester avec cet homme et le mettre entre griffes, pas que je le quitte. Mais si je pense que mon bonheur, c'est de quitter cet homme, le divorce peut régler mon problème et que je me retrouve dehors, encore qu'aujourd'hui, la plupart des hommes vous diront, tu pars mais tu me laisses mes enfants. Et si ça en est ainsi, je ne sais pas mon bonheur, où se trouve mon bonheur si je dois quitter, laisser les enfants. Moi, je pense, et je le dis toujours, la vie de couple, c'est d'abord la compréhension. La vie de couple, c'est de partir sur une base aussi possible qu'on puisse le faire pour qu'on puisse s'entendre sur le strict minimum. Les enfants peuvent devenir, comme vous l'avez dit, le bonheur. Mais au-delà de ce bonheur que mes enfants m'apportent, quelle est ma contribution pour que nous puissions parler du bonheur à deux? Parce que le bonheur ne se vit jamais seul. On dit souvent, et c'est ça la vie de couple, votre bonheur, c'est le bonheur de l'autre que vous lui donnez. C'est quand il est heureux, normalement, dans un couple, que vous êtes heureux. Et c'est quand il vous dit merci de ce bonheur que vous lui avez apporté, que vous retrouvez votre joie. Alors, si c'est les enfants qui constituent mon bonheur, c'est que je me dis que depuis le début, l'homme avec qui je suis n'a jamais été mon bonheur. C'est-à-dire, j'ai cherché mon bonheur à travers des enfants. Et aujourd'hui que ça ne sent pas bon ou j'ai quelques problèmes, je voudrais quand même me détourner de cette réalité et prendre les enfants comme bouc émissaire. Encore que là, certains vous diront... la vie de couple ne tourne pas forcément autour des enfants. Parce que s'il n'y a pas eu un homme, il n'y aura pas des enfants. Donc, entre nous, si on n'arrive pas à nous entendre, les enfants ne feront pas forcément notre bonheur. Le bonheur, d'abord, c'est notre vie à deux qu'on doit chercher à consolider. D'accord, oui, vous voulez je pense qu'il y a une erreur que nous faisons. Souvent, c'est que les gens pensent qu'on se marie pour les enfants. On ne se marie pas pour les enfants. Ça, là, s'il y a des gens qui continuent de comprendre ça, de croire ça, ils vont vite tomber dans les dérives, dans les déviances. On se marie pour se compléter. Et quand on comprend ça, ça devient une vraie union sacrée, où on ne fait rien sans sa femme. On ne prend pas de décision sans femme. Moi, j'ai fait quelque chose la fois dernière, c'est là que j'ai compris tout ce que le Seigneur met dans le mariage. Je voulais prendre une décision et j'avais déjà toute ma décision prise dans ma tête. Mais quand j'en ai parlé à mon épouse, elle a parlé, j'ai dit sincèrement, j'ai bien fait de prendre ton avis. Si je n'avais pas pris ton avis et que j'avais fait comme je pensais, là, ce n'est pas bon. C'est ça le mariage. C'est ça être à deux. C'est cette complémentarité-là qu'il faut comprendre à travers le mariage, de vivre les situations de la vie à deux. Si Dieu bénit votre mariage et que vous avez un enfant, c'est bon. C'est vrai que les enfants sauvent beaucoup de divorces. En fait, empêchent beaucoup de divorces. Parce que les enfants sont là, on peut les regarder pour dire, à cause de mes enfants, ça là, on ne peut pas se tolérer. On ne va pas divorcer. Parce qu'ils sont là, nous devrons les éduquer parce que nous avons vu des exemples d'enfants abandonnés, nous avons vu à quoi ça arrivait, nous avons vu la finalité. Donc nous devrons faire un effort sur nous-mêmes pour transcender cette difficulté, pour que nos enfants ne se retrouvent pas dans la rue demain. Et l'autre chose, c'est que nous constatons que dans beaucoup de familles, dans beaucoup de couples, dès que les enfants viennent, l'amour que le conjoint a pour sa conjointe, ça diminue. On ne commence pas à aimer les enfants, on abandonne l'amour pour sa femme. Je pense qu'il faut éviter ça. On doit continuer à entretenir cet amour-là qu'on a pour sa femme, pour son époux, pour que même la présence des enfants ne nous empêche pas d'aimer nos époux, nos épouses. Moi, je suis tombé dans ça. Au prime abord, quand mon garçon est venu là, j'avais un fort amour pour mon garçon. Et c'est comme si maman n'était plus là. Et ça l'a fâché. Mais toi là, c'est comme si je ne suis plus ici. Et Dieu a fait cette grâce de nous donner encore une deuxième fois un garçon.
Et des fois, elle se dit, mais moi, je ne sais plus à rien dans cette maison. Tu te retrouves avec tes deux enfants garçons dans ton coin là. Et papa, on ne voit que ces garçons. Tu ne vois que tes garçons. Elle prie, si elle était actuellement pour avoir une fille, pour qu'elle aussi, elle ait quelqu'un avec elle dans son coin. Donc, c'est un peu ça. Évitons de tomber dans ce piège-là, d'aimer les enfants en abandonnant l'amour que nous avons pour notre conjoint, pour que le ménage continue à vivre correctement après que les enfants soient là. Oui, d'accord. Alors, Léonide a répondu à la question principale. Je pense que M. Sagofano et puis M. Boumé-Agouba n'ont pas encore répondu. Ah bon? Je vous la pose. Non, vous n'avez pas clairement répondu. Le pourquoi? Le mariage est conçu comme étant une union, non seulement entre deux individus, mais entre des familles. Et les familles ne sont pas faites pour se disloquer. Les communautés, les familles, non. On conçoit que lorsqu'on est ensemble dans le village, on est ensemble pour la vie et que ce n'est que la mort qui nous sépare. Cela suffit pour ne pas accepter celui ou celle qui quitte un foyer. Celui qui quitte l'autre communauté pour venir s'ajouter à toi qui es de l'autre communauté, vous n'avez pas l'autorisation de déshonorer ces deux communautés-là en prétextant que ça ne va pas pour rompre. Non. Le mariage ne connaît pas l'autre, c'est pas comme une pile où il y a plus et moins. Le mariage, c'est seulement plus. On est ensemble, ce n'est que la mort qui nous séparera. Il y a même des mariages où on dit, on est ensemble. Je crois qu'on le dit pour le mariage civil ou bien religieux, on est ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Par concept, c'est pas de 20 mots. Non. C'est l'idéal, ça. Donc, dans nos sociétés, quand on apprend que Jeanne et Pierre ne sont plus ensemble, vous allez voir, les gens se concertent pour dire, ah, qu'est-ce qu'ils ont eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Oh là là, la dame là est partie. Oh là là, ça désole tout le monde. Même ceux qui ne sont pas très proches de vous trouvent qu'il y a un handicap, un trou qui vient d'être creusé. Donc, le mariage, il faut concevoir que lorsqu'on se dit, on a pris tout le temps de s'étudier. C'est dommage que ça ne soit plus le cas aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, on fait parfois 3 ans, 4 ans, 5 ans en se côtoyant avant de décider. Là, on se connaît parfaitement. Mais lorsqu'on a pris le temps de se connaître ou bien de se mettre ensemble, quel que soit ce qu'il y a comme rigueur ou rigosité sur le chemin, il faut l'emprunter jusqu'à aller à terme. Quand on commence une course de fond, on ne s'arrête pas en chemin, même si on est fatigué. Même si vous êtes fatigué, il y aura des gens qui viendront vous épauler pour vous amener jusqu'à traverser la ligne, même en marchant. Donc c'est ça, je réponds à votre question de façon catégorique pour dire, lorsqu'on s'unit, on s'unit pour le meilleur et pour le pire, mais que le pire ne viendra pas taper à votre porte si vous ne lui donnez pas l'occasion de venir. Il faut que chacun soit tolérant, que chacun fasse un minimum de concessions et que votre ego là, vous le mettiez dans une boîte que vous fermez définitivement à clé, vous jetez la clé dans l'océan. C'est ça. Pour moi, c'est un interdit, je l'avais dit, c'est un mal. Et tout ce qui est mal, c'est que c'est mauvais, ça ne doit pas être fait. Ma maman ne cesse de me le répéter. Pas de divorce, quels que soient les problèmes que vous aurez. Et la crainte que j'ai pour le Seigneur ne cesse de me le rappeler. D'accord. Pas de divorce. Donc, c'est déjà conçu comme ça. Si c'est conçu comme ça, nous devrons déjà travailler à ce que les choses qui doivent nous amener à venir à ce niveau-là, que ça ne vienne jamais. Et je pense que, comme on l'a dit à travers cette émission, nous nous marions mal, de jour en jour, et les jeunes ne sont même pas mûrs suffisamment pour identifier l'homme ou la femme avec qui ils doivent rester toute leur vie. Et c'est cette erreur que nous commettons souvent. On ne veut pas parler de celui avec qui on est avec ses parents parce qu'on pense qu'il ne sera pas d'accord. Et on fait tout pour influencer même l'accord des parents. Quand vous allez à l'origine, les enfants n'ont jamais choisi les femmes. Les enfants n'ont jamais choisi les femmes. On se les choisit. On les choisit les femmes. Tu es là, on vient, on te dit, bon, voilà celle avec qui tu vas te mettre. Et c'est que les parents ont vu que c'est ce qu'il te faut ça. On t'a étudié, on a vu dans la communauté, celui qui est complémentaire pour toi, c'est cette fille-là. Et c'est une complémentarité, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, si vous allez chercher quelqu'un qui n'est pas compatible avec vous, vous allez vivre dans une incompatibilité toute votre vie et c'est ça qui fait le mal. Et le divorce, des fois, devient indispensable pour certains. À finition. Parce que vous êtes vraiment incompatible sur tous les plans. Mais si vous avez travaillé à la compatibilité sur tous les plans, même sur le plan financier, vous allez prendre quelqu'un qui a trop d'ambition, alors que vous n'en avez pas assez. Vous voyez que c'est incompatible déjà. Vous avez quelqu'un qui voit la vie de façon civile, comme civilisée, alors que vous êtes un villageois. Vous voyez la vie autrement. Quand on commence pas à vous préparer de spaghettis à la maison, incompatible avec votre mode de vie, on commence pas à vous préparer des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué. On vous prend pour le villageois et de petites choses comme ça. Vous imaginez, on m'a dit que des gens se sont divorcés parce que l'homme est allé utiliser la brosse de sa femme.
Et lui, il a conçu ça très mal. Comment il peut utiliser ma brosse? Et c'est seulement ça qui a conduit au divorce. L'homme a utilisé la brosse de sa femme. Eh bien, des gens qui se permettent quand même de se manger les bouches, mais il prend ça. Oui, on se mange pas les bouches, mais on se râpe pas la gorge. Bon, il prend sa brosse et ça a conduit au divorce. Vous voyez donc de petites choses et parce qu'on n'a pas été averti par rapport à ça. L'autre a mal perçu ça. Il trouve que c'est incohérent que son épouse prenne sa brosse. Parce que comme un ami qui m'a dit, moi je ne vais jamais mettre ma bouche dans la bouche de ma femme. C'est sale, c'est impossible. Alors qu'un peu notre jeune là, c'est là qu'il y a sa vie. D'accord, alors merci beaucoup, Omer. On va conclure parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il faudra qu'on fasse le jeu. Il y a une autre rubrique. On va conclure. Oui, on va commencer par M. Sagofano. Bon, en guise de conclusion, je voudrais d'abord dire un grand merci à tous ceux qui sont sur ce plateau pour la qualité du débat, pour le don de soi. Parce qu'un débat, il a deux volets. Hein. Soit vous faites un débat pour parler, mais vous faites un débat pour vous donner afin que les gens puisent dans ce que vous dites. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Je vous remercie aussi, E-Télé, pour l'honneur qui nous est fait. Et je crois que cette émission fera tache d'huile. Et c'est ce qu'on souhaite. Absolument. Que demain, on puisse gagner des âmes, comme l'Éternel l'a fait, que nous puissions aussi, que des gens puissent dire dans 10 ans, 15 ans, émission des Hebdo de E-Télé, bon, suivre l'émission, je vous assure, depuis ce jour-là, ma vie a changé. C'est ça ce que nous souhaitons. Mais je souhaiterais aussi que les jeunes se disent, ce n'est pas seulement faire de l'informatique qui est une tâche dure. Chercher sa partenaire devait être aussi une priorité, c'est-à-dire on y met de l'entrain, on prend tout son temps pour trouver le ou la partenaire qui vous va, afin que demain, il n'y ait pas de surprise désagréable. Je voudrais aussi dire, papa, maman, de grâce, quel que soit l'argent que vous cherchez, occupez-vous un peu de nous, vos enfants. Regardez-nous, écoutez-nous, créez des plages d'écoute, de discussion avec nous, même si c'est 15 ou 10 minutes par jour, ou bien 1 heure par semaine, faites-le pour que nous soyons en harmonie et que nous puissions puiser dans vos enseignements pour être des hommes dignes de nos parents. Merci beaucoup, M. Toussaint Sagofano. Je rappelle que vous êtes enseignant à la retraite. Léonine, rapidement. Moi, je voudrais déjà qu'on cherche à corriger cette formule qui consacre le mariage. Se marier pour le meilleur, pour le pire. Vous savez, c'est souvent ce que nous disons qui nous arrive. C'est vrai, l'objectif, c'est amener les gens à comprendre que demain, on peut ne pas encore avoir le bonheur. Mais vous savez, notre bouche aussi, dans la Bible, c'est dit, la parole s'est fait chère. Absolument. Donc, on commence déjà par dire pour le meilleur et pour le bonheur. Ouais, mais le meilleur, le pire, c'est que... Et ça, mais on avertit que le non, mais l'avertissement en un jour aussi, je dirais, aussi fort de par ce qui se fait, à des moments donnés, peut se révéler être une réalité dans la vie des hommes. Parce qu'à tout moment, on se dira, on nous avait dit ça, c'est pour le meilleur, pour le pire. Donc le pire vous hante, de telle sorte que quand quelque chose arrive, on dit, on m'a dit le pire. Alors qu'on pourrait te dire, c'est pour le meilleur, pour le bonheur, que tu prendras même le malheur comme un bonheur, parce que tu te diras, il faut passer par là pour que je puisse avoir le bonheur. Absolument. Je crois qu'on peut déjà aussi corriger cette formule-là. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est pour préparer, mais la préparation peut être aussi une réalité dans nos vies. Merci pour le débat et je crois que les parents n'ont qu'à jouer leur rôle. Que les jeunes évitent de prendre le mariage comme une formalité. Bon, il faut que je me marie. Allez, on se marie et 2 jours après, on se laisse. On peut aller au mariage, mais qu'on prenne le temps de remplir les formalités et de prendre tout ce qui contribue au mariage comme un rituel. C'est important. Pour le bonheur, pour le meilleur et pour le bonheur. C'est mieux. Merci. Je vous remercie pour cette occasion que vous me donnez de partager mes compréhensions, mes expériences avec tous ceux qui nous écoutent et dire ma satisfaction par rapport à la qualité du débat. Et souhaiter que les jeunes aillent à l'école du mariage avant de se marier. Et souhaiter que les couples aillent à l'école de la vie du couple. Il y a beaucoup d'organisations qui existent et qui même... il y a même des masters en gestion de couple. Oui. Je connais des collègues qui ont des masters en gestion de couple, en gestion de relations amicales, etc. pour accompagner ceux qui veulent se marier, ceux qui sont déjà dans le couple pour éviter les dérives, pour éviter le divorce et pour éviter un certain nombre de choses. Je voudrais vraiment que tout ce que nous avons dit à travers cette émission soit suivi et que les gens mettent en pratique et demain nous pourrons être fiers d'avoir participé à la construction de la société et dire que le mariage c'est une construction. La vie de couple se construit jour après jour, compréhension, communication, compromission.
Le divorce est une exception, ont-ils dit sur ce plateau. On ne se marie pas pour se quitter. Et le mariage, c'est une vie de concession, d'apprentissage et de don de soi. Donc, je pense que si nous allons vers cela, eh bien, c'est que nous voulons faire une expérience et cette expérience ne doit pas être un échec. Absolument pas. Voilà le thème du jour, mesdames et messieurs. Nous l'avons débattu. Le pourquoi, eh bien, c'est parce que ça ne se conçoit pas dans nos sociétés africaines. Nous avons répondu à cette question. Nous ne prétendons pas avoir dit tout. Mais vous pouvez continuer, bien évidemment, à partager avec nous vos opinions à vous, votre expérience, pourquoi pas. Cela participe bien évidemment au débat. Nous nous ferons le plaisir de vous lire et de le lire lors de nos prochaines émissions. Merci de nous avoir suivis, c'est pas fini. Il y a une petite partie, donc je vous prends encore 5 minutes, chers invités, pour le jeu. Après avoir discuté et autres, nous faisons un petit jeu. Nous en avons fait le jeu avant que vous ne preniez congé de nous. Donc, à tout à l'heure. Nous voilà pour quelques 5 questions de culture générale. Que des hommes cultivés. Ils vont le prouver. Bon, ce sont de petites questions, hein. Rien d'extraordinaire. Parce qu'il y a longtemps que j'ai quitté les bancs. Oh, c'est des questions de votre niveau, rassurez-vous, un peu trop bas même. Hein. Des questions, ça c'est pour les débutants, vous n'êtes pas débutants. Allez, on va y aller. Première question de notre test ta culture. Quelle récompense suprême est décernée au Festival de Cannes? Un lion d'or, une étoile d'or, une palme d'or pour vous. D'accord? Beaumer. Voilà les propositions. Festival. Une pellicule d'or. Une pellicule dorée. Dorée. D'accord. Monsieur Tsagoufano. Lion d'or. Un lion d'or. Bon. Festival de Cannes. Oui, Festival de Cannes. C'est votre dernière réponse? Je crois. Hein? Vous n'êtes pas censé tout connaître non plus. Hein? Ah non. Donc voilà. C'est la réponse? C'est une palme d'or. C'est une palme d'or. C'est bon, il faut dire que si vous ne vous intéressez pas à la chose, c'est pas évident que vous sachiez. C'est une palme d'or. Alors, c'est Léonie donc qui a la réponse. Un point. Absolument. Il a droit à un biscuit de 100 francs. Deuxième question. Deuxième question. Quelle expression inspirée du nom d'une partie de la Grande-Bretagne qualifie une douche alternativement chaude puis froide? Normalement, je ne devais même pas faire des propositions. Une douche anglaise? Irlandaise, anglaise, écossaise ou galloise? Écossaise. Pour vous, monsieur Toussaint Sagoufano, Oui. écossaise. Anglaise. Anglaise. Une douche anglaise, oui. Oui, anglaise Anglaise. aussi. Monsieur, pourquoi vous avez choisi anglaise? Parce que j'entends souvent l'expression. Douche anglaise? Oui. Filiale anglaise, oui. Mais pas douche anglaise. Hein. Mais douche écossaise. C'est parce que vous entendez douche écossaise. Oui. Il a pris une douche écossaise. J'entends ça souvent. Oui, c'est bien une douche écossaise parce que c'est une expression qui date du 19e siècle en référence au fait à une hydrothérapie pratiquée en Écosse, au fait. Donc on file à l'anglaise. On file à Donc l'anglaise. on prend une douche écossaise. Voilà. Voilà. On finit jamais d'apprendre. On finit pas d'apprendre. Oui, M. Sagoufano a raison. Il a droit aussi à un biscuit de 50 francs. Non, de 50 francs. Ah, ça descend, c'est ça? Le coût diminue. Non, en fait, plus la question elle est difficile, plus la récompense est intéressante. Voilà. On trouve une question qui vaut 1000 francs au moins. Hein. Ah, si c'est ça, je dois reprendre. Si vous voulez des questions à 1000 francs, moi, je vais bétonner la Parce question. que c'est des petites questions que moi, je n'avais pas trouvé les bonnes réponses. Non, votre intelligence dépasse déjà ça. Ah, mais c'est bien déjà. Troisième question, combien le dromadaire a-t-il de bosses? Bon, je ne devais même pas faire de proposition de réponse, mais j'en ai fait quand même. Le dromadaire, combien il a-t-il de bosses? Le dromadaire n'a qu'une seule C'est un bosse. chameau qui en a deux alors. Ouais. C'est quoi la réponse, Léonie? Il faut pas me mélanger. Je fais comme le doyen. Ah ben, je fais comme eux. Hein. Vous m'avez sous le doyen. Bon, suivez-le à bon pas alors. Question facile, hein, donc c'est bien une bosse. Il n'y a pas de récompense. Parce que la question elle a été trop facile. D'accord. Quatrième question.
Bon, voilà encore une question. Normalement, je dois même enlever Léonie de cette question-là. Mais sinon, il va encore prendre mon biscuit. Ok. Alors, sur un ordinateur PC, quelle est l'action des raccourcis CTRL-C et CTRL-V? Je peux commencer. Oui. CTRL-C pour coller, pour copier, vous m'excusez, et CTRL-V pour coller. Non. Mais c'est ça qu'on va. Pas lui quand même. Il est informaticien, il doit pouvoir. Ça là, il va me bouffer. Il est responsable de cette question-là. J'attends ça. Non, lui, il n'est pas dedans. Lui, il répondra après. Ah, vous attendez ça, répondre avant votre réponse. Il répondra après tout le monde, pas avant. Mais là, je suis pratiquement nul dans ce domaine. Hein. Et je préfère alors m'accouder à ceux qui ont dit quelque chose. Je préfère. Bon, Léonie, c'est même pas la peine de vous poser la question. C'est pas la peine. Laissez-moi les réponses là. C'est une question très difficile. C'est moi qui évalue la difficulté. Là, il n'y a même pas de proposition de réponse. Ça va pas être facile. Il n'y a pas de proposition de réponse. Bon, vous avez droit à un biscuit de 50 francs aussi. Non. 50 francs. Non. 50 francs, c'est bon. Ça fait déjà 200. Ça fait déjà 200. Ça fait déjà 200. Bon, quelle est la cagnotte alors? Vous avez prévu combien pour le jeu? Non, pour ça là, c'est même 100 francs la cagnotte. Ah là là. C'est des questions que faciles. Hein. Allez, cinquième et dernière question. Monsieur Sagofano est dispensé. Hein. Il ne répond pas. Normalement, même Monsieur Agbaba aussi. Vous ne devez pas répondre. D'après l'expression populaire, de quel animal dit... Bon, voilà. Bon, il n'y a rien à attendre. Il n'y a pas de... Et pourquoi nous sommes dispensés? Parce Oui, que parce que vous êtes enseignant. Non, Vous êtes censé connaître ça. On dit... tout connaître, oui. Alors là, vous allez exposer vos talents à l'antenne. Nous sommes devant un peuple de avances là. Donc, je sais que vous n'êtes pas... Mais la question n'a même pas été posée. Léonie, il a fini avec la question. Avec Sans qu'elle ne soit posée. Il a formidable, fini avec... Donc, voilà. Là, c'est génie. Ce n'est plus génie en herbe, mais c'est génie. Génie confirmé. Confirmé. Voilà. Léonie part avec un biscuit de 100 francs. Vos mères et puis monsieur Tossé Sagofano. 2 biscuits de 100 francs. Non. La première question. Non, la dernière. Palme d'or. Ouais, c'est ça la seule. Et plus maintenant, il Non, il n'y a rien. Je Non. n'ai même pas posé la question. Je n'ai pas fini de poser la question. Il n'y a rien du tout. Nada. Et tu n'auras qu'à dépenser 200 francs pour tous les grands gaillards que nous sommes. là. Tiens. Ça va faire. Allez. C'est pas grave. Merci beaucoup, monsieur Merci. Toussaint Sagofano. Merci, biscuits. Bomé Agogwa. Merci, Léonide. Vous rentrez surtout bien. Moi, je retrouve Modeste de Soutogwe pour la fin de cette émission. À tout de suite. On fuit la discussion. Vous avez disparu. Malheureusement, je n'ai rien suivi. Oui, vous étiez appelé peut-être entre-temps à d'autres tâches, mais déjà, donnez-moi votre opinion là-dessus avant qu'on ne continue très rapidement, de façon très succincte. Oui, mais le divorce survient quand le couple n'est forcément pas tenu de rester ensemble. C'est vrai, la société ne veut forcément, quand vous êtes marié devant la société, c'est que vous devez rester jusqu'au soir de votre vie, rester dans ce mariage, peu importe les situations, même si vous n'avez pas, vous n'êtes forcément pas heureux. Je pense que la société nous contraint à rester dans le couple et ne pas divorcer. C'est simplement ça. D'accord. Allez, dans l'astuce mode, de quoi parle-t-on aujourd'hui? En matière de mode, vous avez certainement entendu parler de certaines choses à ne pas faire. Par exemple, porter des tenues assorties. Si vous avez mis une chaussure rouge, c'est pas bien d'avoir un sac rouge. Ce n'est pas bien de mélanger certaines couleurs, ou bien il y a des rayures qui ne sont pas pour les personnes pulpeuses comme vous, un peu comme les rayures que vous avez donc portées ce matin. Et bien avec Amanda Sourin, elle ne partage pas forcément ces interdictions. Pour elle, il faudrait pouvoir faire les choses selon les normes. Elle nous a concocté 7 interdictions qu'elle ne partage pas forcément. Aujourd'hui, nous allons voir que 3. Et peut-être sur l'autre émission, nous allons voir les restants. On va déjà y aller pour ces interdictions-là qu'elle partage avec nous aujourd'hui. Dans le milieu de la mode, on nous bassine souvent avec des tas d'interdits vestimentaires et de fashion faux pas, et ça en devient vraiment frustrant à la longue. Aujourd'hui, j'ai donc décidé d'aller un peu à contre-courant de cette idée d'interdit vestimentaire en vous dévoilant la liste de 7 interdits vestimentaires que je vous recommande vivement d'oublier. Interdit numéro 1, ne pas utiliser la même couleur pour le sac et les chaussures.
Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cet interdit vestimentaire parce que je trouve qu'on peut réaliser de très jolies tenues en accordant la couleur de son sac à celle de ses chaussures, tout comme on peut réaliser de très jolies tenues en n'accordant pas la couleur de son sac avec celle de ses chaussures. Il n'y a pas de règle pour ça, on peut faire comme on veut. Pour ma part, j'aime dépareiller les couleurs, mais j'aime aussi les accorder. Pour vous aider à mieux visualiser, je vais vous montrer quelques jolis looks qui comprennent des chaussures et un sac de la même couleur. On commence avec ce look. Ici, on a le traditionnel look avec chaussures noires et sac noir, et on sait tout évidemment que ça fonctionne hyper bien. Ici, on a un look super sympa aussi, mais avec des chaussures et un sac camel. Il s'agit une nouvelle fois d'une association de couleurs qu'on connaît bien et qui fonctionne parfaitement bien. Là, on a un look un peu plus coloré, très joli aussi. Le violet et le rose se marient hyper bien ensemble et le rose des chaussures matche parfaitement bien avec le rose du sac. Je trouve que ça ne fait pas trop, la tenue est bien équilibrée. Pour cet autre look, c'est coloré également, mais seulement sur le sac et les chaussures. On a un sac jaune et des baskets jaunes et comme vous pouvez le voir, ça rend super bien. Et vous voyez aussi qu'on peut très bien avoir une tenue qui paraît très colorée, sans vêtements colorés à proprement parler. Ici, les vêtements sont noirs et blancs, mais grâce au sac et aux chaussures, le look paraît très coloré. Pour cette tenue, c'est pareil que la précédente, mais cette fois-ci, on a un sac vert et des escarpins verts. Les vêtements sont noirs et blancs, mais le look global est bien coloré. Pour finir, ici, on a une tenue qui comprend un sac rouge et des chaussures rouges, et ça marche aussi super bien. Et quand vous optez pour un sac et des chaussures de même couleur, vous n'êtes pas obligé de choisir exactement la même couleur. Parfois, c'est même encore plus sympa de décliner un petit peu la couleur. Ici, sur cette dernière photo, les chaussures sont par exemple dans un rouge un peu plus foncé que le sac. La différence de couleur est très subtile et ça rend super bien. Maintenant, je vais vous présenter quelques looks qui comprennent des chaussures et un sac de couleurs différentes. Là, on a un accord couleur assez classique que l'on voit souvent. On a un sac marron et des chaussures noires. Ça marche très bien, le rendu est harmonieux. Ici, on a un look composé d'une paire de sandales rouges et d'un sac noir. Le mariage fonctionne très bien également dans cette tenue. Là, on a cette fois-ci un sac beige associé à des escarpins rouges et cet accord fonctionne aussi super bien. Le beige s'accorde avec tout, donc aucun problème. Ici, on a un sac marron associé à une paire de tennis blanches et ça fonctionne très bien. Toutes les couleurs de cette tenue s'associent parfaitement bien ensemble, c'est très harmonieux. Et pour finir, ici, on a une tenue très colorée avec des escarpins verts et un sac jaune. Cette association fonctionne super bien. Toutes les couleurs présentes dans cette tenue s'accordent bien entre elles et c'est ce qui fait que le rendu global est super. Interdit numéro 2, ne pas associer le noir et le marron dans une tenue. Là encore, je ne suis pas d'accord avec cette règle. Le marron et le noir fonctionnent très bien ensemble. Le noir et le marron sont deux tons neutres qui se marient très bien ensemble. Je peux tout à fait comprendre que ce ne soit pas au goût de tout le monde, mais quoi qu'il en soit, ça ne devrait en aucun cas être un interdit en mode. Interdit numéro 3, évitez les robes et les jupes longues si vous êtes petite. Encore un nouvel interdit avec lequel je ne suis pas d'accord, car les robes et les jupes longues ne sont absolument pas interdites aux femmes petites. Il faut seulement opter pour la bonne robe ou la bonne jupe et de préférence l'associer à des talons. Bien sûr, les robes longues et les jupes longues ne conviendront pas forcément à toutes les petites silhouettes, mais de manière générale, on ne peut pas en faire un interdit pour les femmes petites. Ici à gauche, la personne en photo mesure 1,52 m et sa robe lui va à merveille comme vous pouvez le voir. La robe n'est pas moulante mais assez près du corps et ça donne un effet longiligne qui allonge sa silhouette. Et au pied, elle porte des escarpins qui allongent également sa silhouette. Et ici, la personne en photo mesure 1,50 m et la jupe longue qu'elle porte lui va divinement bien. La jupe est fluide, mais elle souligne tout de même bien sa silhouette, elle ne paraît pas tassée. Et les chaussures qu'elle porte permettent aussi de ne pas avoir l'effet tassant. Voilà, Modeste de Soutogbe, quelques exemples. Moi, j'aime aussi dépareiller. Même parfois, je fais pareil. Mais en faisant pareil, moi, mon astuce personnelle, c'est quoi? Si je choisis le ton tout en look en jean, je choisis... La matière, c'est du jean, mais en matière différente. Je ne sais pas si je me fais... Ou bien si je parle dessus du noir. Il y a plusieurs tons de noir. Là, au moins, vous vous différenciez. C'est-à-dire, vous ne faites pas la même chose que tout le monde. Ou bien quand on voit, c'est du rouge. Sac rouge, forcément, les chaussures sont rouges. Certes, ce n'est pas interdit comme elle a dit. Essayez-le, d'accord. Mais moi, pour marquer ma différence, je vais sur un différent ton de rouge. Si je mets un sac bordeaux, je vais sur des chaussures rouge pur.
ça rend la chose aussi un peu différente. C'est-à-dire, vous sortez du lot. C'est un peu plus extraordinaire. C'est pas commun. Là, c'est moi, mon astuce à moi pour pouvoir assortir mes vêtements. Donc, voilà, vous y allez comme vous pouvez. Il y a certaines couleurs également. Regardez votre teint. Si la couleur va à votre colorimétrie, eh bien, ne vous privez pas. Modeste Soutogbe, on va suivre le reste d'ici demain si tout va bien ou un autre jour parce que j'espère que vous allez porter encore rayures là le jour là parce qu'il y a l'interdit qui dit ben quand on est pulpeuse il y a les rayures horizontales avec trop grandes, voilà, c'est ce que je cherchais, les rayures trop grandes augmentent votre corpulence. Moi j'ai fait l'expérience, c'est pas faux, c'est vrai. Parce que vous paraissez un peu plus pulpeuse que vous l'êtes. Mais écoutez, si vous vous sentez bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout dépend de l'effet recherché, je pense. Tout dépend de l'objectif à atteindre. Les fashion faux pas existent pour ne pas les suivre, d'accord. Mais bon, si les anciennes choses reviennent à la mode, c'est que la mode fait le tour. Oui. Voilà, donc on va voir la suite dans notre prochaine émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir pour moi, évidemment. Écrivez-nous sur nos différents numéros et on se dit à demain.